Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entourloupe dans l'Azimut. Aujourd'hui, je retrouve encore mon confrère de toujours, Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, ça va ? Ça va très bien. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Denis. Bonjour Denis. Salut. Denis, tu es, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu animes une émission de radio. Ouais, je co-anime. Ouais, tu co-animes la Zone 52, ouais. C'est cela, sur RVVS. RVVS, voilà, et c'est retransmis en podcast. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette émission ? Bon, c'est une émission mensuelle de pop culture. On a une équipe de 5 et en fait on traite de cinéma, de livres, romans, jeux vidéo et sachant que la plupart du temps, dans 90% des cas, on n'est pas du tout dans l'actualité parce que souvent, comme on a une équipe assez large et avec des âges assez qui commence maintenant à chiffrer un peu. On revient souvent beaucoup sur des films qu'on a beaucoup aimés et qu'on a envie de faire découvrir à d'autres personnes. Ça me rappelle quelque chose un peu dans l'idée, mais Ah oui, il y a d'où le partenariat du jour. Ouais, on a eu l'occasion plusieurs fois de t'accueillir déjà dans l'émission. Bah oui, toujours avec grand plaisir et c'est une super équipe et une super émission. C'est cool, merci. Ok, et Denis, tu as peut-être envie aujourd'hui de nous parler d'une série à découvrir ou à redécouvrir, à savoir... Alors là, ça sera à découvrir. Découvrir, eh bien on t'écoute. Ouais, c'est une série assez récente qui est sortie sur Apple TV, qui s'appelle Severance, qui m'a vraiment beaucoup accroché. Je sais aussi que mon collègue de Zone 52, Jérémy, elle l'a vu là récemment et a adoré. D'accord. Et adoré. Et alors ça a l'air d'être l'avis général moi que j'ai pu avoir, c'est que c'est du très très lourd quand même chez beaucoup de personnes, enfin un gros coup de cœur. Ouais, c'est une série qui est hyper intéressante. C'est la première saison, il y a 9 épisodes. D'accord. Il y a 9 épisodes et en fait ça raconte en fait l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Lumon Industries. Et en fait dedans, les personnes qui travaillent dedans ont eu un procédé de dissociation. D'accord. Donc en anglais c'est severance. Donc en fait quand ils arrivent dans l'entreprise, ils oublient leur vie civile. Ok. Pour une entre guillemets une autre personnalité. C'est un peu eux. Ok. Mais c'est pas totalement eux. Donc et le même principe quand ils repartent. Ils oublient ce qui s'est passé dans la journée. Pour qu'ils se dédient entièrement, exclusivement à leur travail, en gros, enfin qu'ils soient complètement... Oui, alors, je ne vais pas tout raconter, mais y aurait-il est-ce qu'il y a des histoires un plan machiavélique ou autre. Et l'histoire commence en fait parce qu'il y a une nouvelle employée qui a beaucoup de mal en fait à vivre ça, parce que eux sont appelés les inters. Et la personne justement externe, ce qu'ils appellent les externes. Ouais. C'est la personne externe en fait qui a une véritable justification juridique et qui donne son autorisation en fait pour que la personne dans l'entreprise soit présente. Okay, donc en fait elle peut pas décider de démissionner. Okay. Notamment. Ok. Et c'est vachement bien. Alors moi je connaissais pas tous les acteurs, mais il y a notamment John Turturro. Ouais, ok. D'accord. Il y a aussi Adam Scott, que je connais pas. Adam Scott, de mémoire, qui a pas mal joué chez Judd Apatow ou il me semble qu'il joue dans les Anchorman ou dans des comédies comme ça US, quoi. Ok. On a aussi Christopher Walken. Ouais. Mais gros cast. Walken et Patricia Arquette. Ok, du lourd quand même. Qui est très très bien. Et on est sur un ton, alors là tu nous décris quand même une série qui a l'air assez sombre, où on va dire il y a des thématiques assez lourdes et tout, mais le ton global du show, c'est assez inquiétant. D'accord. Moi j'ai trouvé que c'était une série extrêmement anxiogène en fait. Ok. Parce que le principe, sur le coup, tu dis ah ouais, c'est marrant comme concept, c'est rigolo. Mais quand tu le vois en fait en application, tu te dis c'est horrible en fait. Et donc il y a une sorte de légèreté au début dans le propos et même les dialogues et tout. Et non, parce qu'en fait, dans le sérieux et grave. Tout le truc est un peu bizarre en fait. D'accord. Toute la série est un peu bizarre. Leur boulot même consiste à trier des nombres. Ils ont des écrans, ils ont des nombres, faut qu'ils les trient. Ok. Et qu'ils les mettent dans une poubelle. Et ils font ça quasiment toute la journée. Et ils savent même pas pourquoi, parce qu'il y a différents départements, mais ils sont séparés par des couloirs hyper sinueux. Et chaque service ne peut pas se parler. Et ils sont dans une espèce de dévotion. L'entreprise est une espèce de dévotion au créateur. Je me rappelle plus le nom.
ça m'a fait penser, ça avait un petit côté Bioshock, tu vois. Ah, Le créateur d'avoir un créateur qui amène son idée ou son concept. Et C'est Apple qui Ouais. produit ça, quoi. D'accord. Il ne manque pas d'autodérision ou d'autocritique, on va dire. Ouais, c'est diffusé sur Apple TV. Et alors moi j'ai eu un petit peu peur parce que oui, alors c'est quand même le moteur du truc, c'est que donc c'est de comprendre exactement pourquoi notamment le personnage principal est rentré dans cette entreprise. D'accord. Et notamment en fait le moteur, un peu le début, c'est qu'il va être contacté à l'extérieur par une personne qui a travaillé avec lui à l'intérieur. Ok. Voilà, c'est un peu le démarrage. Et j'ai eu un petit peu peur à la mi-saison en me disant mais où est-ce qu'ils vont ? D'accord. Et bon, fin de saison. Gros cliffhanger, voilà, ouais. Des trucs auxquels je m'attendais, puis d'autres choses où j'étais bien pris au dépourvu. Bon, c'est Donc cool. c'est une bonne série, comme je vous disais précédemment que les 2 autres séries que j'ai vues là récemment, que ce soit Resident Evil ou Obi-Wan, j'ai arrêté carrément en cours de route, quoi, tellement c'était mal écrit. Obi-Wan, ouais, non, vous a pas convaincu. Stéphane, je te vois faire l'amour un peu. Non, mais on va pas, ouais. Non, on va pas tirer sur l'ambulance, peut-être. C'est pas trop notre. On va en parler, mais ça va se transformer en pugilat de 45 minutes. Et, non, voilà, pas, mais le pugilat, on est à peu près d'accord, je crois. Oui, mais ouais, non, enfin, un pugilat envers le film, envers la série. Enfin, on va plutôt la tabasser dans une ruelle. Si je peux faire une mini reco au passage, il y a un des animateurs, Willem, qui est avec nous, qui a un podcast sur Star Wars. Bien sûr. Et qui a fait une longue émission sur un retour sur Obi-Wan. D'accord. Et tu peux nous faire une petite synthèse ? Ah, d'accord. Ok, non, ça nous rassure. Mais en fait, il parle des problèmes, mais sans être trop véhément ou autre. Mais oui. Voilà, c'est... Donc tu es en train de nous dire que même des fans de vraiment pur et dur de Star Wars commencent à voir les limites peut-être d'un système. Alors je suis pas bien le fandom de Star Wars, mais apparemment il y a beaucoup de fans de Star Wars. C'est la série de trop. C'est la série de trop. C'est le contenu de trop presque, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Bon, bah écoute. Non, mais c'est plutôt. Enfin, tant mieux, quoi, que ça arrive, parce que c'est vrai que c'était une série très, très attendue, j'ai l'impression. Oui. Qui a fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie. C'était même au départ un film très attendu, mais on sent que c'était un film. Ah oui. C'était prévu pour être un film. Il paraît qu'un mec a remonté en un film de 2h30 ou un truc, et que ça passe carrément mieux. Ça ne m'étonne pas. On sent quand même que le truc a été tiré. Et Resident Evil, du coup, non plus. Non plus. Non. Mais là, on pourrait en parler longuement, mais je trouvais que c'était. T'es même pas allé au bout. Non, j'ai décidé au 5e épisode, j'ai dit non, c'est bon, j'arrête les frais. Et non, je trouvais ça pas bon, mal monté. Alors, moi, je suis pas monteur en vidéo, hein, mais alors j'ai vu des problèmes de montage, évident. Et moi, je trouve que l'écriture est aux fraises. Mais bon, très bien. D'accord. Et donc Severance. Donc on va rester sur la. Donc Severance, restons sur du bon sur Severance. Donc je vous recommande Severance. Et en plus c'est marrant parce que j'ai juste envie de finir là-dessus. Je connaissais pas du tout. Hein, tu m'as parlé du pitch de la série, à savoir ce principe d'oublier ce qu'on fait le matin, on arrive au travail et en gros on ne sait pas ce qu'on fait de la journée, on récupère notre personnalité le soir en gros. Et il y a exactement ce même principe-là dans Cyberpunk 2077. Je sais pas si toi je l'ai pas fait. Bon, un jeu dont il y a beaucoup de choses à dire, on en fera peut-être un DRS un jour, mais je tiens à défendre ce jeu. Mais il y a exactement ce principe-là de manière encore plus glauque, où il y a une catégorie de travailleurs ou travailleuses du sexe dedans, qu'on appelle les dolls, les poupées, qui ont ce principe-là. On leur met un implant de personnalité qui s'adapte entièrement à toutes les envies de leurs clients. Et donc le soir, et en fait ces dolls ne savent pas du tout ce qu'ils font pendant leur passe. Et peut-être juste ils discutent, peut-être ils font tous les pires trucs, et le soir ils retrouvent leur personnalité, ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont fait pareil de leur journée. Voilà. Le fait que ça soit des prostituées, c'est peut-être encore plus glauque encore les potards, que c'est vrai, mais voilà, c'est plein de propos assez intéressants qu'il y a dans Cyberpunk. On va continuer à parler juste un petit mot de série. Je crois qu'Antoine, toi, t'es un peu revenu à, on va pas dire régression parce que tu vas nous prouver le contraire, mais aux années M6 en fait. Tu as quelque chose à nous dire, à nous raconter, à nous confier. Non mais c'est le confessionnal. Là, c'est terrible ce qui se passe, les amis. Pour juste un petit peu de détails de production, les coulisses, on enregistre cet épisode assez tôt en fait. Peut-être par rapport à la diffusion, parce qu'on l'enregistre en juillet.
Je suis tombé malade. Alors pas de Covid, rien de grave, mais une crève qui m'a... justifie déjà. Voilà, je me justifie pas, je donne le contexte parce que voilà, je suis tombé malade et un peu cloué au lit, quoi. Et donc je me suis dit, c'est peut-être le temps de commencer une série télé, parce que je regarde plus beaucoup de séries, ça me prend trop de temps. Moi, je suis trop client du format de série, c'est-à-dire je bouffe énormément d'épisodes, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, beaucoup de mal. Et du coup, j'ai eu la très bonne idée de commencer une petite série comme ça qui est pas trop longue, hein, finalement, qui s'appelle Smallville. Donc Smallville, en effet, les années M6. Smallville, c'est une série télé qui a été créée en 2001, la première diffusion en 2001 aux États-Unis, qui est arrivée chez nous en 2003, quoi, donc dans mes années collège complet. Et il y a 10 saisons, putain, de Smallville, quoi. Et en fait, j'ai eu ce truc vraiment, mais je me dis, ah tiens, il y a Smallville sur Amazon Prime, voilà, on peut dire où c'est disponible, il y a toutes les saisons. On aime parler des petits producteurs. Voilà, ouais, exactement, une petite plateforme de rien du tout, quoi. Et je me dis, tiens, je vais regarder ce que ça donne 20 ans après, en fait. 20 ans après, ce que ça dit. J'avais essayé tenter cette expérience avec Buffy contre les vampires. Autant dire que l'expérience avait été assez traumatisante, surtout sur les premiers épisodes. Je m'étais arrêté très rapidement parce que je trouvais que c'est même plus que vieilli, quoi. C'est vraiment... Les effets spéciaux, ça du... Non, mais Buffy, c'était hardcore. Et Smallville, alors... Pour l'instant, je suis en pleine réflexion, ça fait une semaine, 10 jours. Je ne comprends toujours pas vraiment pourquoi je suis au taquet comme ça, quoi. Et en 10 jours, je suis à la saison 4. Hein. On parle de saison à 22 épisodes par saison, 45 minutes d'épisode. Je recommande tous les jours les grandes séries classiques HBO, Rome, Les Sopranos, The Wire. J'arrête pas de t'aider, Antoine, si t'as le temps, mate ça et tout. Et le type me dit, j'ai regardé 4 saisons Smallville. Bon, oui. Okay, non, mais c'est catastrophique. Non, mais moi-même, j'ai envie de je me tape. Hein. Je me dis, attends, j'ai The Wire à voir. Tu parles de Rome beaucoup. Il y a tellement tant de séries, Six Feet Under, Succession, les dernières séries HBO et tout. Je connais pas. C'est horrible. Et là, je suis pris dans un truc, une spirale de Flash. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, et je redécouvre complètement un personnage, qu'est le personnage de Superman, ou plutôt le personnage de Clark Kent, qui me fascine complètement. J'ai plutôt grandi enfant avec le personnage de Batman, on va dire, dans les super-héros un peu qui m'ont marqué, avec la série animée notamment, puis les films de Joel Schumacher et de Nolan après, bien sûr, ado. Et j'aimais bien Superman, j'avais regardé Smallville un petit peu quand j'étais ado, mais ça m'avait pas marqué à ce point. Et là, vraiment, c'est une claque que je me reprends. On va tout de suite couper court parce que là, je sens qu'il y a des gens qui vont me dire, mais il est cuit, il défend Smallville, il trouve ça bien. Il y a 1000 problèmes, ça a vieilli XXL. Il y a des trucs, des paresses d'écriture, la mise en scène, c'est pas possible, la musique, il y a des trucs. C'est vraiment année 2000 à fond la caisse. Mais, pour une raison que je m'explique pas trop, mais je commence quand même à avoir quelques bribes d'explications, ça fonctionne en fait. Et les personnages me touchent et je trouve que c'est un personnage magnifique, Clark Kent, que ses parents, toutes les questions, les problématiques posées, les créateurs du show et les scénaristes se les posent frontalement, contrairement à des films de super-héros que j'ai pu voir récemment, on va les mentionner tout de suite chez Marvel. Là, on n'esquive pas les questions, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose vraiment la question de ce que ça veut dire d'être Superman, quoi, de venir de Krypton et de débouler dans le Kansas. Toutes les questions même presque philosophiques, quoi, d'immortalité face à des gens qui vont mourir, quoi, ce que ça va être. Toi, ta vie, Clark Kent, tu vas voir tous les gens que tu aimes mourir autour de toi, la responsabilité, le poids du secret, de dire, voilà, ok, j'ai ce secret, j'ai des pouvoirs, des compétences particulières, qu'est-ce que ça va impliquer si je dévoile ce secret à des amis, à des gens qu'on sent vraiment apprécier Clark Kent. C'est ça qui est bien fait. Et le format série, pour le coup, est parfaitement justifié parce que tu t'y crois à leur amitié, en fait. Ça prend du temps de mettre ça en place, tu vois, que d'aimer des personnages et tout ça. Donc dans des films, parfois en 1h30, 2 heures, t'as pas trop le temps d'y croire à des relations amoureuses et tout. Là, t'as plus que le temps d'y croire. Et au contraire, dans Smallville, ça met 800 ans à développer c'est un soap opéra, quoi. Donc est-ce que lui il m'aime et moi je suis amoureux d'elle, mais est-ce que elle m'aime vraiment, et si je lui dévoile mes sentiments, est-ce que ça prend des heures, par moment tu t'arraches les cheveux, quoi. C'est très teenage. Moi je sais que c'est le seul truc dont je me rappelle à chaque fois que je tombais sur un épisode, j'étais là, mais il va l'embrasser quand, il va y aller ou pas là. Et c'est évidemment ça, c'est hyper puritain dans le sens, mais presque dans un sens noble, dans le sens où
putain, dans Smallville, quand tu prends la main de quelqu'un, ça a du sens, tu vois. Genre vraiment, quand il prend la main de Lana ou quoi, c'est oh putain, mais là il y a une étape, mais on vient de franchir un truc majeur, quoi. Donc un bisou, alors là, le bisou sur la joue, sur la bouche, c'est n'importe quoi, c'est le sommet d'érotisme et tout, quoi. Mais donc bien sûr, on rigole et moi ça me fait rire aussi. Je te reparlais, Stéphane, en off, il y a des clichés partout, quoi. Il y a un épisode, c'est dans la saison 3, où en gros il y a un personnage qui hésite à partir faire ses études à l'étranger, qui a coupé les ponts avec Smallville, qui est un petit village donc dans le Kansas, et elle veut partir à Paris, tu vois. Mais alors la vision de Paris, par une série américaine Warner des années 2000, c'est mais à pleurer de rire. Mais pour une raison que je m'explique pas trop, moi j'accroche à fond, et il y a une candeur. En fait, je crois que c'est la candeur. Il y a une sorte de naïveté, de candeur là-dedans, de tendresse, qui fait que je marche à 200%. Je suis donc saison 4, il y a 10 saisons. Ça me touche beaucoup et j'ai qu'une envie, c'est de lire des trucs sur Superman, de remater les films Superman. En ce moment, je suis à fond Superman, quoi. Et donc j'encourage les gens à retenter le coup. C'est sûr que c'est nostalgique, c'est sûr qu'il y a un petit côté doudou, mais comme je vous disais, j'étais pas cuit à Smallville quand j'étais ado. Donc il y a vraiment des choses qui me touchent, quoi, dans ces personnages-là. Les parents, par exemple, Jonathan et Martha Kent, je les trouve incroyables. Lex Luthor, méchant, magnifique, parce que la série part du principe qu'en fait ils étaient amis avant, donc Clark Kent et Lex Luthor, ce qui peut être une idée un peu débile, et en fait tu vois que ça met du temps à arriver, leur amitié, enfin pas leur amitié, parce qu'ils sont amis dès le premier épisode très rapidement, mais qu'elle évolue et que ça devient il y a de la méfiance, il y a de la paranoïa, il y a du mensonge qui apparaît au fur et à mesure. Bref, franchement, le personnage de Lana Lang, évidemment, alors là c'est mon crush d'adolescent ultime, donc et qui est un super personnage aussi, parce que tu sens qu'elle aimerait se rapprocher plus de Clark Kent, et puis lui ferme la porte, quoi. Il ne veut pas lui faire de mal. Toutes ces choses qu'on a vues après dans les films de Sam Raimi sur Spider-Man, le poids de la responsabilité d'un pouvoir, de dévoiler un secret et tout ça, étaient déjà là et étaient abordées de manière sérieuse, en fait, premier degré. On se pose des questions frontalement, et ça c'est des choses que peut-être les films de super-héros récents ne font plus trop, quoi. De croire en leur mythologie et Est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque il n'y avait pas tant de trucs liés aux super-héros que ça, alors qu'aujourd'hui tu dis une série sur la jeunesse de Superman, ce serait tout de suite le truc qui arrive et qu'on n'a même plus envie d'entendre parler parce qu'on voit déjà où ça va. Alors qu'à l'époque, peut-être qu'il n'y avait que ça, et du coup, aussi suranné soit le truc. Oui, aussi, l'enrobage, on va dire, ouais. Aussi, il l'est, aussi praliné sur le truc. Ils se sont assis autour de table et posé des questions, quoi. Mais mais là où ça se comprend, mais on peut pas justifier, si tu veux, les échecs, selon moi, récents des films de super-héros. Et parlons des super-héros d'ici, tiens, un instant. Le seul que j'ai vu, j'ai vu Batman vs Superman, j'ai vu la première mouture de Justice League et le premier Wonder Woman. Mais ces questions-là qui sont, comme je vous dis, c'est pas Citizen Kane, le scénario de Smallville, mais elles sont là. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, quand même, il y a des dilemmes, il y a des grandes problématiques. Quand tu regardes Wonder Woman, le premier, elles sont où les grandes problématiques ? Elles sont où les questions qui sous-tendent tout le récit, en fait ? C'est hyper important d'avoir ces trucs-là, parce que sinon, t'as pas de film, en fait. Mais moi, j'ai jamais retrouvé ça, mais l'espace d'un instant dans les derniers films d'ici, quoi. Dans Justice League, mais il est où le truc, quoi ? Alors, un peu peut-être dans Man of Steel. Il faudrait que je revoie Man of Steel de Snyder, qui est un joli film. Moi, je me souviens de belles choses dans ce film-là. C'est terrifiant, je trouve, de voir aujourd'hui... Alors, les Marvel, j'en parle pas. Récemment, j'avais retenté le coup en voulant donner une chance à Doctor Strange, le premier du nom. Aïe. C'est catastrophique, quoi. On ne se pose même plus la question de l'impact que peuvent avoir les capacités de tels super-héros, de la solitude. Tu me disais en off, quelque chose qui est caractéristique d'un super-héros normalement, c'est qu'il est à l'écart de la société. Ça, dans Smallville, c'est tout le temps. On te le rapporte par du cadre aussi. La mise en scène, par moments, est vraiment juste. Par les dialogues, tout le temps. Tout le temps, on parle de... Clark Kent, c'est un mec, c'est un peu pas le loser, mais c'est le mec qui essaye de... Voilà, il est complètement paumé, il trouve pas sa place au lycée, et c'est d'autant plus intéressant d'avoir la genèse de Superman au lycée, parce que c'est exactement lié à l'adolescence, c'est des thématiques universelles de l'adolescence, tu cherches ta place, comme Clark Kent la cherche, s'il intervient trop, il va tout de suite se faire spotter et repérer, et donc il peut pas se permettre de faire ça.
s'il intervient pas assez, bah, sa vie est un calvaire et donc il doit se positionner là-dessus. Bref, c'est peut-être des trucs tout con, j'en reviens pas de défendre ça, tu vois, mais je me dis, mais quel chemin a été parcouru depuis 20 ans. Et c'est assez triste de voir le niveau actuel, quoi. Alors que voilà, il y a 20 ans encore, on se posait des questions simples, mais justes et assez belles, mine de rien, sur les personnages. Avant de te laisser la parole, Stéphane, j'en profite juste pour dire c'est un heureux hasard. Mais donc je redécouvre Smallville depuis une semaine, et qu'il y a 15 jours, j'ai découvert, mais vraiment complètement par hasard, là, en regardant Smallville, qu'il y a 15 jours, 2 acteurs du show, Michael Rosenbaum et Tom Welling, qui jouent donc Lex Luthor et Clark Kent, ont créé leur podcast qui s'appelle Talkville. Et donc chaque semaine, ils vont remater en fait toute la série, et chaque semaine, ils vont commenter un épisode de la série, chronologiquement, quoi, en essayant d'inviter le plus possible des techniciens, des réalisateurs, des comédiens, et ça à parler. C'est cool. C'est mortel. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes. Franchement, c'est mortel. Il y a tellement d'anecdotes. C'est génial d'avoir leur retour à la fois très nostalgique et en même temps d'avoir du concret de comment c'était fait, de la tannée que c'était. Tu vois, c'est con, mais l'acteur qui fait Lex Luthor, il dit, mais les gars, est-ce qu'on peut imaginer le sacrifice que c'est de se faire raser la tête genre tous les jours pendant je sais pas combien d'années. Le mec a joué Lex Luthor pendant plus de 10 ans. C'est des détails comme ça, mais il dit j'en pouvais plus à la fin, quoi. Les chaussures, pareil, il me donnait des chaussures de costume. Dis-toi, Clark, t'as eu du bol. Tom, t'étais en boots tranquille, en basket. Moi, je me tapais des chaussures de costume toute la journée, j'en pouvais plus. Et ça aussi, et je termine là-dessus, du coup, d'avoir cette vision-là, je trouve que c'est un truc, moi, qui me touche beaucoup, cette vision, tu sais, de l'acteur de série télé. Cette espèce de cloison horrible qui existe à Hollywood, mais on l'a parfaitement en France aussi, entre les mondes, quoi, de dire attends, toi t'as fait de la série télé pour Teenage, non mais t'es pas capable de jouer chez Tarantino et tout. Bon, ça commence à disparaître de plus en plus. Ça disparaît. Aux États-Unis, ils aiment bien ça, surtout faire péter un peu les cloisons avec des gens qui font de la chanson, du cinéma, de la série télé, tout ça. Mais surtout pour un certain type de série télé, à savoir un peu le soap opera et cette série télé très populaire, quoi. Et moi je trouve ça horrible parce qu'on en parlait aussi, tu dis mais attends, par moment ils sont en train de jouer des trucs pas possibles, hein. C'est-à-dire Lana Lang, elle joue des trucs, le texte, tu dis mais comment tu peux jouer ça, et elle donne tout ce qu'elle a, elle est au taquet, elle pleure, elle est trop forte. Tu dis mais attends, mais si elle joue ça, tu lui apportes un Tarantino cousu main, elle va te le jouer nickel, quoi. Tarantino le sait, ça, d'ailleurs, il est allé souvent chercher des gens qui avaient fait des séries B ou des choses comme ça. Et du coup, ça me touche beaucoup, tu vois, de voir ça, de les voir à l'œuvre, quoi, ces comédiens-là, et de me dire, même s'ils sont pas tous brillants, hein, Tom Welling, c'était la première fois qu'il jouait la comédie, quoi. Mais tu te dis, putain, mais ouais, eux, ils taffent. Ils sont là, c'est des acteurs, c'est leur métier. Ouais, surtout qu'il y avait un rythme très soutenu. C'est n'importe quoi. Ils tournaient 250 jours par an. Enfin, tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Ils tournaient au Canada. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pratiquement comment ils faisaient les allers-retours. Quand tu vis à Los Angeles, comment tu fais, tu vois, quand t'as un show qui te prend quasiment toute l'année, quoi, de tournage. Enfin, c'est beaucoup de respect, du coup, ça me touche beaucoup et je plonge à fond là-dedans, et j'ai peur de tomber dans un gros piège, parce qu'apparemment, maintenant, ils ont créé des multivers de partout. Après Smallville, ils t'ont fait le Arrowverse. Il y a eu des spin-offs, ouais. Des spin-offs de partout, de tout le temps, et bon, j'ai un peu peur de ça, des séries Flash, comment c'était déjà Arrow, je crois, le personnage d'Arrow. Bon, je sais pas si j'irai jusque-là, déjà, j'essaierai de finir Smallville, je trouve que ça déchire, donc n'hésitez pas à retomber un peu dans ce truc un peu régressif, quoi. Et en parlant de régressif, Stéphane, je crois que toi aussi tu as un truc à nous avouer. Tu vas poser ta télécommande, tu vas poser M6 là à côté, voilà. Moi, je vous parlais de fesses. Non, on va se faire striker, tu le sais, là, c'est foutu. Hein. De mon côté, j'ai osé me plonger dans un univers que je voyais toujours de très loin, pas pour des raisons évidentes. Je vous parlais de la BD Druna de Paolo Eleutheri Serpieri. Je sais pas, je regarde vos yeux voir si ça réagit un peu ou pas. Alors moi pas du tout. Je crois que Denis, ça te parle. Oui.
ça parle. Pas plus de commentaires pour l'instant, il ne veut pas se griller non plus. N'y allons pas par quatre chemins. C'est un peu comme discuter de Madara, quoi. Enfin, exactement, voilà. On passe d'un truc très prude et puritain qu'à Smallville à on va dans le vif du sujet. Comme tu l'as dit, Denis, Serpieri et Manara sont deux grands noms, si ce n'est peut-être les deux grands noms de la BD italienne érotique. Car oui, Druna est une BD érotique et de science-fiction, mais on va voir que ça va encore plus loin. Donc oui, voilà, c'est toujours le genre de BD, on passe à côté, ado ou pas ado, ou plus tard, on se dit c'est un truc de cul et on va pas plus loin, etc. On n'ose pas aller plus loin. On n'ose pas aller plus loin, on est tenté de regarder bien sûr certaines scènes explicites, etc. Mais il y avait... je te jure, ça fait peut-être, une dizaine d'années que je voyais de temps en temps des articles passer dessus et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y avait quelque chose de bizarre qui me happait là-dedans. Et ben j'ai enfin décidé de les lire. Ok. Et en gros, Druna, c'est pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire de Druna, une brune pulpeuse avec des formes incroyables qui évolue à travers un monde post-apocalyptique très bizarre, rempli de mutants voraces en pleine décomposition. Elle évolue dans des architectures cyclopéennes délabrées, etc. Il y a un premier tome, le premier tome Morbus Gravis, que je recommande assez facilement, qui a vraiment une histoire assez, pour le coup, encore terre-à-terre. Mais à partir du tome suivant, ça commence déjà à pas mal déraper, c'est-à-dire que l'histoire est extrêmement cryptique, très nébuleuse au départ. Tu te dis, bon, ok, en fait, tout est prétexte pour les scènes de sexe, quoi. Et en fait, il y a vraiment comment dire, les frontières se brouillent entre le rêve et la réalité. On ne sait pas, dans les derniers tomes, si le temps est dilaté, sans mauvais jeu de mots, sur... le temps, on ne sait pas si l'action se passe sur quelques jours ou quelques siècles. Ouais. Ça part en sucette complet. D'accord. Là encore. Non mais bon, ça va. Pardon. Et voilà, elle évolue à travers cette histoire, à travers des vaisseaux spatiaux, des mutants, des personnages, des intelligences artificielles qui simulent des réalités. C'est complètement barré, en vrai. Et je vous jure, c'est ce genre d'œuvre. En fait, tout évolue à partir, bien évidemment, il y a un énorme travail. Et pour le coup, c'est là la belle chose, c'est qu'il y a un trait du dessin chez Serpieri qui est vraiment, je trouve, très beau, très réaliste. Il y a un travail sur le corps, sur l'anatomie, qui est très travaillé, qui est vraiment très Caravage moderne, on va dire, de l'érotisme. Et tout évolue autour, bien sûr, du corps de Druna, qu'il adore dessiner très souvent de dos ou de trois quarts dos. Non, mais il faut parler de ce qui est, quoi. Parce que voilà, le Serpieri avait un truc avec les fesses. Les fesses, les postérieurs. Et en fait, voilà, tout évolue au travers de son corps qui reste malgré tout parfait au milieu de tout cet univers dégueulasse et âpre. Son corps qui des fois à la fois est le fruit de l'érotisme à l'état pur, de manière sublimée, mais à la fois aussi subit des choses très dures à voir, quoi. Voilà, c'est ce genre d'œuvre, en fait, où on se retrouve devant, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Vraiment, et on est happé, on tourne page après page. Et puis c'est vraiment très inégal parce que la première parution du premier tome c'est en 86, mais en gros ça allait jusqu'à pendant 30 ans, quoi, jusqu'en 2016, avec des fois beaucoup d'années entre chaque tome. Il y a 6 tomes en tout à peu près. Donc avec des histoires indépendantes à chaque tome, il n'y a pas vraiment de fil rouge. Bah si, il y a un fil rouge, mais on ne comprend pas. C'est très cryptique. Non mais j'invite alors attention, tous les esprits avertis. Oui. Tu dirais, d'ailleurs, tu déconseillerais ou tu conseillerais à partir de quel âge ? C'est moins de 18 ans ? Ah, c'est 18 sûr, parce que même si les premiers tomes sont un peu, ça reste dans l'érotisme, les rapports sexuels sont suggérés. À partir il y a un tome 3, c'est vraiment, on frise la pornographie, on voit les détails, etc. Donc voilà, il faut que vous sachiez ça. Mais bizarrement, il y a des tomes suivants après où il y a quasiment pas il y a pas de sexe. Étrangement, mais on garde la sensualité, la nudité, le travail sur le corps, etc. Mais voilà, c'est vraiment une espèce de Serpieri se livre à son œuvre, à faire un peu ce qu'il veut. Même, je veux dire, le dernier tome, il y a des Indiens et des conquistadors, quoi. Il y a même Klaus Kinski qui revient sur certains traits. Vraiment, ça
c'est presque, enfin certains diront bon ok c'est incohérent et tout, mais voilà, un indice intéressant c'est que Serpieri, ça j'adore, des fois se dessine lui-même. Il apparaît sous les traits d'un personnage, d'un scientifique qui essaye d'étudier, de comprendre les lois de l'univers dans lequel il évolue. Parce que c'est une BD très bavarde, étrangement. À part un tome entier sans aucun phylactère, sans aucune bulle, assez chouette à regarder, c'est vrai. Tous les autres tomes sont extrêmement bavards, ça parle beaucoup. Dans Druna, s'expliquer cet univers très très cryptique et nébuleux. Et voilà, c'est un voyage duquel on se remet pas, et c'est un truc qui nous questionne parce que bien sûr on voit c'est de l'érotisme, donc c'est fait pour stimuler certains sens, et en même temps on est questionné face à des trucs horribles qu'on voit, parce qu'il y a vraiment, je vous dis, des scènes assez gore, hein, vraiment. Il faut vraiment, je dis, esprit averti, moins de 18 ans, interdit aux moins de 18 ans. Et voilà, mais je recommande vraiment, si vous ressentez un vide artistique dans tout ce que vous regardez ou lisez, là ça poisonne quoi. Jetez un œil à Druna, vous allez vous prendre une claque, et vraiment ça vaut le coup d'œil, ça vaut le détour, et voilà. Moi je sais pas, j'avais l'impression de lire en fait un espèce de Blame italien. Blame, pour ceux qui voilà, le manga de Tsutomu Nihei, où on évolue avec un personnage dans une architecture complètement délabrée, post-apo dans le futur, etc. Là, c'est pareil, sauf que c'est à l'italienne, donc il y a des couleurs plus chaudes et des choses plus sympas à regarder. Mais voilà, il y a, comme je dis, voilà. Et puis ça m'a permis, moi, de découvrir le fumetti, quoi, vraiment la BD italienne, et avec ces magnifiques travaux sur le corps. Voilà, c'était mon dernier grand voyage. Ouais. Druna. Par Serpieri. Ça n'a pas été adapté au cinéma, Druna. Une adaptation d'un jeu vidéo, figurez-vous. Mais non. Un point and click au début des années 2000, basé sur l'histoire du premier tome. Comme je dis, celui qui est le plus terre à terre. D'ailleurs, mais super histoire, Morbus Gravis. Et le jeu s'appelle Druna Morbus Gravis. Et je crois, voilà, je sais pas s'il était bien ou pas, mais. Et c'est encore facilement trouvable, les BD ? Oui, du coup. Ouais, ça a été. Oui, elles ont été éditées, et même figurez-vous qu'en fait, Serpieri a toujours dit qu'il ne confiera jamais Druna à un autre auteur, et là il y a une nouvelle série que je n'ai pas lue pour le coup. Ah d'accord. Avec un nouveau dessinateur dont j'ai oublié le nom. Voilà, j'ai feuilleté, j'étais moins intéressé. Le dessin, il n'y avait plus ce côté un peu classique, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est une série préquelle ou pas, mais Druna recommence. Ouais, c'est dingue cette longévité quand même. Hein. Ça a un très très grand succès. Ça s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers les années. Il y a eu des expositions, des rétrospectives. Enfin, voilà, Serpieri est reconnu pour son œuvre, peut-être pas au même titre que Manhara, mais en tout cas il est très très renommé. Il est toujours en vie, c'est un vieux monsieur, mais il est bien, voilà. Et oui, voilà, il faut que vous jetez un coup d'œil à Druna pour comprendre que c'est pas une œuvre banale, et que ce n'est pas du tout juste un prétexte, à mon goût, pour voir des scènes de sexe. Ouais, on va vérifier ça quand même, Stéphane, là. Ça m'a pas l'air... voilà. Pas l'air très convaincant, voilà. tout ça. Mais je tiens à préciser, attention, il se passe des choses pas très rigolotes. Non, mais clairement, tu m'avais montré quelques planches, du coup, quelques pages, et c'est vrai que ça a l'air d'être un univers quand même... comment dire, déjà très singulier, quoi, et violent, quoi. Ultra violent, mais avec des thématiques récurrentes, des architectures échériennes, le thème de l'œil qui est présent, il y a des espèces d'entités, de divinités qui sont là. C'est vraiment très, très, très bizarre, mais voilà, je vais pas m'étaler plus, mais c'est un voyage qui mérite le coup d'œil. Qui mérite le coup d'œil. Et d'ailleurs, je pense que ça peut nous amener au sujet de ce jour, que je n'ai pas évoqué en début de cette émission. Je suis désolé, je manque à mes engagements. Voilà, Denis qui est plus chevronné d'émissions radio me dit mais voilà, quel amateurisme. Faut garder le suspense. Aujourd'hui, on va rester dans le thème que j'ai abordé, du sexe et de la violence. On va vous parler d'un Hollandais. Pas de n'importe quel Hollandais. On ne va pas vous parler ni de Dave ni de Max Verstappen. On va vous parler de Paul Verhoeven, à travers notamment un film qu'on a choisi aujourd'hui, qui s'appelle La chair le sang, qui date de 1985, c'est ça ? Plus de 5, voilà. Paul Verhoeven,
Donc un cinéaste hollandais qui a commencé la carrière de ses longs métrages dans les années 70 en Hollande avec des films assez sulfureux. Donc je pense à Turkish Delight, à Soldier of Orange, Spectres, Katy Tipple. Katy Tipple. Tout à fait. Business is Business, qui a été son premier succès notable. Pour son premier long métrage en 71, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et c'est Business is Business. Business is Business, ouais, tout à fait. Parce que moi, j'avais vu un autre titre, c'est Qu'est-ce que je vois. Alors peut-être qu'il y a eu une traduction française, en effet. 71. Ah bah ça doit être ça, qui est un film qu'on n'attendait pas à ce niveau-là de succès, quoi, puisque il était persuadé, le producteur, tout le monde était persuadé que ça allait être un échec total, et le film se place encore dans très bonne place dans les plus gros succès du cinéma hollandais, quoi. Et donc a tout de suite mis au début, dès son premier film, Verhoeven dans les bonnes grâces, on va dire, des producteurs, mais ce qui lui a permis de faire Turkish Delight juste après, quoi. D'accord. Et après, donc il a eu après La Chair et le sang, il a commencé sa période hollywoodienne avec des films. Enfin voilà, il suffit de les citer à la suite les uns des autres. Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, qui a un succès un peu plus moindre, qui est un peu plus boudé. Starship Troopers, bien sûr. Voilà, donc là, des films incroyables, mythiques, cultes, des films si on le regarde sur les premiers plans de lecture, des purs films de genre, quoi, science-fiction, de guerre, d'horreur, etc. On oublie Hollow-Man, bien sûr, qui est son dernier film hollywoodien. Un peu boudé, je crois, non, par pas eu une réception au succès. Exactement. Voilà. Et il en a fini avec Hollywood depuis à peu près maintenant 22 ans. Il a fait 2 autres films de retour en Hollande, Black Book et j'ai oublié Tricked. Et un projet un peu spécial, collaboratif avec des scénaristes. En fait, je sais pas si vous avez suivi ce truc-là, je crois qu'il avait lancé en fait, c'est une sorte d'expérience d'écriture où des milliers de Hollandais, enfin tous les Hollandais en fait, pouvaient envoyer des pages et des idées. Et eux ont récupéré tout ça et il a dû lire des milliers de pages et essayer d'en faire un film, quoi. Il paraît que c'est une expérience très bizarre. Je n'ai jamais vu Tricked. Et maintenant, Paul Verhoeven traverse une période française. Tout à fait. Car il est comme George Miller, il fait partie de ces papis que rien n'arrête. Il ne s'arrêtera pas, il est à fond. Il a fait 2 films français, Elle et Benedetta. Exactement. Produits par Saïd Ben Saïd, qu'il a clairement vu passer. Il a dit, oups là, lui, je vais le prendre. Et 2 films assez particuliers, assez intéressants. Cette nouvelle période Verhoeven. En tout cas, un cinéaste vraiment fascinant qui traverse plusieurs périodes et des films qui ont l'air des fois faits par des réalisateurs différents, et pourtant non, on voit qu'il y a vraiment, on pourrait dire, moi je dis qu'il y a 3 axes, 3 thèmes qui conduisent toute la arme de Verhoeven. C'est bien évidemment la violence, ces films sont souvent très violents, très gore, le sexe et Dieu, la religion. Tout à fait. Paul Verhoeven est complètement fasciné par la religion, la figure de Jésus. Il se dit lui-même athée, mais il est complètement fasciné par la figure de Jésus-Christ, au point même de faire partie d'une société de théologie. C'est le seul laïc dans cette société qui étudie la vie de Jésus-Christ. C'est ça, en fait, c'est exactement. Mais alors ça, c'était à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'est quand il était encore en Hollande, avant de partir à Hollywood, etc. Mais en effet, c'est comme tu le disais, c'est une connaissance scientifique, en fait, de la vie de Jésus. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans quelqu'un de pieux, de croyant, qui connaîtrait les textes. Alors, il connaît les textes bibliques, bien évidemment, mais il a une connaissance scientifique de ces textes-là, de leur écriture. On parle presque d'archéologie. Enfin, cette société-là dont on parlait de théologie s'intéresse à ça, à la véracité des écrits, à la véracité potentielle de l'existence de Jésus. Donc, d'ailleurs, il me semble qu'il a écrit un essai sur Jésus, si ma mémoire est bonne. Il y a eu un projet depuis très longtemps de films sur Jésus. Enfin, c'est on pourrait presque dire un expert, quoi, de la vie de Jésus, quoi. Et ça infuse tout son cinéma, on est d'accord. Tout son cinéma, même dans Robocop, on retrouve la figure de Jésus. Ça, c'est clair, mais même de manière plus générale, des questions sur la spiritualité et la religion, en effet. Jésus, bien sûr, est une figure très importante, mais globalement... l'utilisation de la religion par l'homme, exactement. Etc. Exactement. Et aujourd'hui, du coup, c'est avec notre invité Denis qu'on a choisi la chair et le sang. Alors, pourquoi ce film ? Ce film, il est charnière.
il est entre la période hollandaise de Verhoeven et sa période américaine. Et il est particulier, Denis, tu vas peut-être nous en dire un petit mot. Déjà, pourquoi pour toi ce film te tient à cœur? Est-ce que pour toi il a une importance particulière, ce film? Alors moi, c'est un film qui m'a énormément marqué quand j'ai eu l'occasion de le voir. Je l'ai vu assez jeune. Faut voir qu'à l'époque, comme je vous ai déjà raconté, moi je suis un peu dans le courant adolescent. Je faisais énormément de jeux de rôle et donc j'étais très à la recherche de tout ce qui était film, notamment sur le médiéval ou médiéval fantastique. Donc autant dire qu'à cette époque-là, dans les années 90, je dirais plutôt même 90, il n'y en avait pas beaucoup. C'était un cinéma qui était très boudé à l'époque. Alors il y a eu quelques films. Quelques tentatives, ouais. Des belles tentatives, que ce soit Conan. Bien sûr. Il y a eu Conan, il y a eu Excalibur. Mais du coup, en fait, le moindre film, moi, où je voyais une affiche ou un bout de photo avec des guerriers en armure, ça m'attirait, quoi. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de le voir. Je l'ai vu d'ailleurs assez tard. Je crois que je l'ai même vu après Robocop. D'accord. Je sais pas d'ailleurs que c'était le même réalisateur. Et ça a été une baffe. Et le truc, c'est que en le revoyant, ça a toujours été un film qui m'a toujours accroché. On a eu l'occasion ensemble de revoir, parce qu'il était réédité chez Carlotta dans une très belle édition. On a eu l'occasion de le revoir et ça a été de nouveau une claque parce que pour moi, c'est un film qui est ultra intéressant, qui a effectivement quelques aspects un peu cassés, on va dire. On en parlera un peu plus tard, mais ça reste pour moi un excellent film, et surtout en fait avec des personnages qui sont très bien écrits, qui fait pas du tout dans le manichéisme. Non, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, comme beaucoup de ces personnages. Tout à fait. En fait, justement, en se réintéressant à Verhoeven, enfin même sa filmo, elle est dingue. Ça fait partie des très grands réalisateurs. Et il y a tout, comme tu disais, tout le rapport à la violence et cette image. Moi, j'ai l'image, je crois qu'une des premières images que j'ai vues, c'était l'affiche où on voit le guerrier en armure de Carr avec le personnage de Martin. Et j'avais trouvé l'affiche ouf. Et après, en voyant le film, effectivement. Et puis, bon, t'as un côté, quand t'es plus jeune, quand tu vois ça, c'est quand même un film qui est ultra sulfureux. Donc, t'as un petit goût aussi d'interdit en voyant ce genre de film, quoi. On est bien loin effectivement des anciennes séries à la Ivanhoe où il casse aussi l'image du film médiéval d'époque, de cette époque-là, quoi. Oui, ça c'était voulu. Hein. Il avait lui-même fait une série médiévale. Ça s'appelle Floris. C'est d'ailleurs la série qui vraiment l'a propulsé dans le. Ouais. Enfin, ça a été un très gros succès en Hollande. Avec Rutger Hauer. Pour Rutger Hauer. Et l'idée, en fait, c'est après Floris. L'idée de la chair et le sang a germé après Floris. Donc, bien des années, parce que il me semble que c'est les années 70, Floris, même avant, peut-être 69 ou quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, déjà, il aura fallu 69. Beaucoup d'années pour mener à bien ce projet. Mais l'idée, pour lui, était de faire un film en Hollande qui serait une sorte de Floris pour adultes, quoi. Il l'avait toujours dit, quoi. C'était de dire, ok, là j'ai fait cette Ivanhoe, un peu cette série familiale de KPDP. Maintenant il serait temps de parler de thématiques beaucoup plus adultes et de faire quelque chose de plus frontal et plus cru, quoi. Ouais, parce que ça avait été refusé. Notamment le scénariste avec qui il va énormément travailler, c'est Sothman ou Zoteman, je sais pas comment on prononce. Je sais pas comment on prononce son nom. Avait s'était énormément documenté a priori sur l'époque, et le scénariste il disait il y a matière à faire 10 000 choses, quoi. Mais la plupart des trucs qu'il pouvait lire ou voir de l'époque ne correspondaient pas du tout aux standards pour Floris. donc voilà, donc il y a eu un moment où ils se sont dit il y a autre chose à faire, quoi. Il y a autre chose à faire, avec une production pour la chair et le sang un peu particulière, parce qu'en effet, à la base, il y avait la volonté pour Verhoeven de faire ça en Hollande, quoi, vraiment de tout faire dans son pays d'origine. Et ça lui a été refusé. On a parlé de son côté sulfureux, mais du coup, qui a impacté sa carrière directement, puisque il n'avait plus les subventions pour faire les films qu'il avait envie de faire, tout simplement. Ouais, parce que le cinéma hollandais est extrêmement financé par l'État. Exactement, et beaucoup régi en effet par des subventions, etc.
Et il a beaucoup souffert de ça, ce qui donne du coup à La Chair et le Sang un statut en termes de production très particulier, puisqu'il y a des fonds. C'est le premier film où il y a des fonds américains, avec la compagnie Orion, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que genre, ils étaient quasiment à 90% du financement par Orion, en fait. Et beaucoup aussi peut-être pour les 10% restants du coup, de coproduction européenne, avec des fonds venant d'Italie. Le film est tourné en Espagne, ce qui donne au film en tout cas dans sa production, son tournage, ça a été apparemment une catastrophe, enfin du moins un vrai embrouillio. Plus les acteurs. Exactement. Parce qu'il y a des Hollandais, il y a des Australiens, il y a des Américains, donc il y a les Espagnols aussi. Espagnols. Apparemment un tournage chaotique, mais de chez chaotique, avec des techniciens qui picolaient, qui se droguaient, qui partaient en plein milieu de la journée à la plage, que c'était tourné en Espagne et qu'il faisait trop beau et tout. Une production chaotique aussi, même avant le tournage, de scénario. Puisque on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais l'idée c'est qu'à la base de La Chair et le Sang, il y a, dans le film tel qu'il est aujourd'hui, un triangle amoureux que Verhoeven et son scénariste ne voulaient pas du tout, en fait. C'était à la base. C'était pas l'idée de départ. C'est ça, on est d'accord. C'est ça. L'idée de départ, c'était en fait de faire une sorte de variation de L'Horde sauvage. Ouais. Avec on peut rappeler rapidement, mais en gros un duel de mercenaires, en fait. Oui, voilà. Et aussi le traitement de la fin d'une époque, parce que, enfin, on en parlait tout à l'heure, dans La Chair et le Sang, il n'y a pas de véritable contexte historique proprement fondé qui sont donnés. C'est très vague, c'est très flou. Disons que le film commence quand même, c'est indiqué 1501. L'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest. Ouais, voilà. Mais après, le Verhoeven, ils ont pris énormément de liberté sur l'aspect historique, donc je pense qu'un historien pur avalerait sa langue plusieurs fois en regardant le film. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que oui, en effet, ça parle de 1501, ça parle de l'émergence des compagnies de mercenaires, qui, juste avant la Renaissance, commençaient un peu à émerger. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est aussi un truc un peu hors... anachronique, parce que en fait ça ressemble beaucoup a priori aux compagnies de mercenaires qu'il y avait pendant la guerre de 100 ans. Et moi j'y ai pensé, alors, j'ai jamais vu évoquer, mais ce qu'ils appelaient en Italie les condottières, qui étaient des compagnies aussi de mercenaires en fait, et qui étaient utilisées en fait pour des conflits au départ d'État, et puis au fur et à mesure dans des conflits dans des provinces. Donc c'est vraiment, on est un peu dans ce système là, quoi. Au système-là, mais on disait voilà, que le film peut paraître anachronique, un historien pur et dur s'arracherait les cheveux devant, mais on va voir aussi que c'est peut-être justement ça, en fait, c'est que quand on prend certaines libertés, qu'on arrive à montrer plutôt un sentiment global d'une époque. Que peut-être que et peut-être que je pense que c'est peut-être pour ça que le film t'a attiré dans ta jeunesse, que tu disais que tu cherchais des films fantastiques. En soi, le film n'a rien a priori de fantastique, mais le fait qu'il s'agit plutôt d'une fable assez libre et que ça parle pas d'un conflit précis ou d'un dirigeant, d'un roi précis ou quoi, ça permet peut-être de livrer un sentiment sur le Moyen-Âge qu'a Verhoeven ou qu'a eu Verhoeven et Sothmann à travers leurs recherches, de juste vouloir faire le portrait d'une époque, de vouloir montrer sous tous ses aspects, l'aspect le plus cru qu'il pouvait avoir les périodes de conflit comme ça au Moyen-Âge. Puis mine de rien, du coup, c'est un film, comme tu disais, c'est un film qui est, de par sa violence, qui est extrêmement, on va dire, adulte. Il n'y a pas le côté chevaleresque de l'amour courtois ou autre. On n'est pas du tout dans ce registre-là, quoi. Ce qui a été, on en parlait tout à l'heure, mais ce que le studio a essayé d'imposer, justement. Parce que d'ailleurs, ce triangle amoureux, ils l'ont imposé, mais on voit comment il est pourri, on va dire, de l'intérieur par Verhoeven, où je pense notamment à une image très célèbre du film du baiser sous l'arbre, entre les deux amoureux, on va dire, les deux qui sont promis, le couple qui est promis, baiser sous l'arbre, donc qui pourrait être idyllique, qui pourrait être une séquence très romantique, etc., mais qui est tout de suite tordu par deux pendus qui se trouvent au-dessus de leur tête, et c'est hardcore, c'est pas des pendus de cinéma, quoi, entre guillemets, c'est vraiment, tu sens qu'il y a la putréfaction. La discussion autour de la mandragore, etc. Parce que c'est ça, on parle, il y a tout un pacte qui est fait entre eux avec une plante qui est à leur pied, en bas de l'arbre, au pied de l'arbre, une mandragore qui est censée sceller leur amour, quoi, où la fille lui dit mais
Si je mange ça, c'est ça, de mémoire, si je mange ça, tu vas tomber amoureux de moi. Enfin, si on le mange ensemble, on sera liés à jamais. On sera liés à jamais. Mais lui, qui est très cartésien, de mémoire, lui explique, je crois. C'est là où il lui dit, mais tu sais que cette mandragore, si elle a poussé, c'est grâce au sperme du pendu. C'est ça. Du pendu, quoi, au moment de sa mort. Ça, c'est du pur Verhoeven, quoi. C'est vraiment de tout romantisme, etc. Il y a le cartésien qui arrive. Limite, ça pourrait être Verhoeven à ce moment-là qui fait, oui, alors, mais pas vraiment, tu sais, parce qu'en fait... C'est un peu la rose sur le tas de fumier, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Et tu sens que il a pris cette contrainte et que, clac, il a tourné le truc en sa faveur, quoi. Par contre, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le film, peut-être on n'a pas situé l'histoire exactement. C'est vrai, c'est compliqué. J'aurais du mal à... Pour résumer, en fait, c'est une compagnie de mercenaires qui va être trahie par leur employeur. Ils vont être chassés et ils vont décider de se venger. Notamment, il va y avoir le kidnapping d'une jeune fille de la noblesse qui normalement est promis au fils de ce seigneur qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom. Arnolfini. Arnolfini, exactement. Tout à fait. Et voilà. Donc Arnolfini va employer en fait l'ancien capitaine, c'est ça, qui a quitté la compagnie en fait, puisque la compagnie a été dissoute, et il va le remployer en fait pour poursuivre ses anciens camarades. Exactement. Et en fait, ça c'était l'idée de départ, c'était d'avoir cet affrontement entre deux anciens camarades, deux anciens camarades et puis un homme plus âgé. Un guerrier qui a connu que la guerre et un plus jeune en fait. Et d'où la ressemblance à la horde sauvage. Et est venu du coup se greffer cette intrigue amoureuse. C'est marrant, en petite anecdote, dans un livre consacré à Verhoeven, j'ai trouvé cette phrase de Verhoeven où il disait l'échec, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais le film a été un échec public du moins, box-office quoi. L'échec de La chair et le sang m'a appris une chose, ne jamais faire de concessions sur l'intrigue principale d'un scénario. Donc aujourd'hui, nous, on voit cette phrase, on imagine la rancœur et l'amertume de Verhoeven face au film, quoi, et à ce qu'il est devenu, vu la complexité du tournage et l'enfer que ça a été. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que ça n'empêche pas le film, ce triangle amoureux n'empêche pas le film d'apporter quand même des choses intéressantes, quoi. Ce personnage d'Agnès, il est incroyablement Verhoeven, quoi. Typiquement, c'est des personnages en fait dont on va s'attacher dans un premier temps, puis qui vont en fait se révéler la plupart du temps des ordures en fait, où d'un coup ils vont se retrouver être manipulateurs, ou ils vont commettre des actes violents, ou alors subir des actes violents, et on va prendre de l'empathie pour eux, mais à la fin, et en fait c'est ça qui est toujours beau chez lui, c'est qu'il montre ses personnages sous toutes les facettes sans concession, quoi. Et sans jugement vraiment aussi, sans jugement, et ça va nous questionner, nous, tout le temps spectateurs, à se dire ah merde, mais ce gars que je commençais à m'attacher, Martin, sans trop en dévoiler dans le film, d'ailleurs, petite parenthèse, on lance quelques noms de personnages depuis le début, on voit que ils appartiennent tous à des régions géographiques différentes, les noms, à ce point qu'il va un peu peut-être cette volonté de brouiller un peu les... C'est Martin, Arnolfini, on va en Italie, Steven, voilà, c'est Hawkwood, c'est vrai. Des noms anglais. Alors après, je sais qu'Arnolfini s'était inspiré d'un riche négociant italien, et Hawkwood, c'est pareil, je crois que c'était un guerrier assez célèbre pendant la guerre de 100 ans, je crois. Donc ils ont réutilisé des éléments historiques. Voilà, mais tout en mélangé. On voit que tu parlais des contes d'Ottière tout à l'heure pour une ambiance italienne. On voit clairement que le film a un climat méditerranéen avec les paysages espagnols. Mais voilà, c'est un espèce de pot pourri du Moyen-Âge. Complètement. Et j'ai dérapé, j'ai fait une parenthèse, mais c'était pour parler des personnages. Des personnages, tout simplement, qui sont montrés. Voilà. On va voir Martin très ambigu, mercenaire badass, sans foi ni loi. On va s'attacher beaucoup à lui dans une scène pleine de tendresse autour d'un accouchement. Tout à fait. Bon, hardcore, là encore, une fois, hardcore, très dur. Hein, mais voilà, avec moi, je trouve que cette scène m'a vraiment touché, comme ça. Sûr. Et 20 minutes après, Martin se fait des saloperies, quoi, vraiment des trucs qui sont compliqués à regarder, quoi, qui nous montrent ça au visage, et donc on est sans cesse questionné par Verhoeven, on va se dire. Tout le temps. Là, dans cette scène-là, donc cette saloperie, on peut la nommer, hein, puisque c'est le viol, qui est comment dire, un acte horrible qui reviendra souvent dans la filmographie de Verhoeven, et d'ailleurs il s'en explique en disant que c'est certainement une des
catastrophes, des agressions qui le traumatisent le plus. Du moment que t'es obsédé par le sexe et la violence, le mélange des deux, forcément. Évidemment. Et dans cette scène-là, l'ambiguïté, elle va dans tous les sens, puisqu'il y a évidemment le personnage de Martine, mais le personnage d'Agnès également. C'est-à-dire que elle est certes complètement victime de la situation. Elle se fait donc violer par cet homme-là. Mais l'ambiguïté du personnage, il le pousse, Verhoeven le pousse à fond, et son scénariste, avec, on la voit en fait ne pas rendre les armes, entre guillemets, ne pas donner à cet agresseur-là ce qu'il veut, puisqu'elle lui fait croire, peut-être, est-ce qu'elle lui fait croire, c'est justement là l'ambiguïté, qu'elle prend du plaisir en fait à se faire violer, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est le personnage d'Agnès là-dessus est incroyable. On se demande en fait pendant tout le film si pour sa survie, parce qu'elle a été kidnappée, elle fait semblant d'être la compagne de Rutger Hauer pour survivre. Voilà. Mais il y a quand même des scènes où l'ambiguïté est totale, quoi. On se dit, mais est-ce qu'elle n'a pas une certaine fascination / amour, peut-être même un peu de... Oui, ou un syndrome de Stockholm, quoi. Exactement, une certaine tendresse pour ce personnage-là qu'elle essaye d'éduquer presque, d'anoblir. Elle lui apprend à manger avec un couteau et une fourchette. Elle lui fait du pied sous la table. Alors ça, c'est... Non, mais c'est des questions... Enfin, il y a des moments où on est gêné, justement, et c'est de la bonne gêne, en un sens. Mais on sait pas trop, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est exactement c'est aussi une caractéristique du cinéma de Verhoeven. C'est la survie. Dans quasiment tous ses films, c'est des personnages qui tentent de survivre d'une manière ou d'une autre. Et Verhoeven, on n'a pas, si on a indiqué son grand âge maintenant. C'est un mec qui est né pendant la guerre et qui est dans toute sa filmo. Ça transpire, parce que le mec raconte que lui, sa jeunesse, c'était les bombardements, les cadavres, des exécutions. Il raconte qu'il allait à l'école, qu'il enjambait des cadavres de partisans qui avaient été exécutés par des Allemands. Donc, et lui, il part souvent du principe que le monde, de toute façon, est dégueulasse, qu'on évolue dans un monde dégueulasse, et que les gens font tout pour survivre d'une manière ou d'une autre, et qu'ils vont utiliser les armes dont ils disposent. Le sexe étant une des armes possibles, quoi. Oui, parce que cette ambiguïté-là, elle, pour le personnage d'Agnès, elle vole en éclats à la fin quand elle peut s'évader et partir, en fait. C'est-à-dire qu'elle choisit son camp. C'est-à-dire qu'on comprend aussi quand même... elle peut survivre et qu'elle peut partir avec... De toute façon, je pense qu'on peut spoiler, oui, bien sûr. Bon. Je veux dire, c'est un film, bien sûr, où il peut y avoir spoil, etc. Mais même si on vous spoil là l'intrigue, il y a tellement de choses à voir, d'éléments que ça vous gâchera absolument pas le plaisir. En fait, notamment quand on l'a revu ensemble, parce que moi, ça faisait quelques temps que je l'avais pas revu, et j'ai vraiment constaté que il y a une finesse, je trouve qu'il y a une finesse d'écriture dans les personnages, qui fait que jamais, tu as toujours une ambiguïté dans les personnages, et tu vois toujours les moments où ils perdent le contrôle, où ils le reprennent, et puis là il y a un tiraillement, parce que ça c'est un autre truc aussi que tu as beaucoup dans son cinéma, je pense, de Verhoeven, c'est une lecture sociale. C'est-à-dire que là, Agnès, elle se retrouve en fait prise entre soit le choix d'une vie confortable en épousant un autre noble comme elle, soit en choisissant la vie de prendre la clé des champs avec Martine, mais en sachant très bien que c'est une vie qui sera pas... ça mènera jamais loin, en fait. Mais avec quand même cette question que la vie avec le noble sera peut-être un petit peu chiante, parce que elle, Agnès, il y a ça aussi chez Verhoeven, c'est qu'il va pas... il dépeint une princesse. La princesse, la première chose qu'on apprend de la princesse, c'est elle est curieuse des choses du sexe, quoi. Elle demande à sa servante, mais c'est comment en fait de faire l'amour avec un garçon. Elle la regarde justement faire. Elle est curieuse de ça. C'est un des premiers trucs qu'elle aborde avec son futur mari. Et lui, il en a rien à foutre, quoi. Il est dans ses études, dans son truc et tout. Lui, c'est le nerd de l'époque. Oui, non mais... Ouais, mais il bascule très vite, parce que la scène de séduction sous les pendules, justement, elle arrive à retourner la situation, parce que lui, c'est la raison, etc. Tout ça pour dire qu'elle n'est pas, c'est pas la Blanche Colombe, c'est pas la princesse qui est là à dire, à ne pas aborder ça. On sent qu'il y a une vraie appétence d'Agnès pour la chose, et de découvrir ça, et donc,
encore une fois, de nous poser la question, de se dire, mais attends, mais quand elle est avec Martin, oui, bien sûr, elle utilise son corps pour le contrôler et tout ça, mais est-ce que dans la fameuse scène du bain, là, qui est magnifique avec cet éclairage tout en bougie, etc., où ils sont dans le bain, est-ce qu'elle kiffe pas un petit peu aussi, tu vois, le truc, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des moments de complicité un petit peu Je trouve ça plus... Alors, c'est très perturbant, on est d'accord, mais c'est ça qui me plaît beaucoup. À ce moment du film, on se dit clairement qu'elle veut régner à ses côtés. Ouais, non, mais exactement. Et qu'elle veut qu'elle le manipule, etc. Et Verhoeven répond pas vraiment, en fait. Enfin, évidemment, à la fin, elle fait un choix quand elle peut se sauver. Mais c'est ce qui fait la force dans d'autres films de Verhoeven, on a vu ça aussi. Mais elle fait un double choix, puisque elle, effectivement, bon, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir, et puis après vous revenez. Mais elle fait ce choix de partir avec le noble, mais elle ne dénonce pas Martin non plus quand elle le voit s'enfuir. Non, mais bien sûr. Donc du coup, elle est dans une espèce de dualité tiraillée entre les deux personnages et les deux choix de vie. Et c'est là où, d'ailleurs, on n'a pas cité, c'est Jennifer Jason Leigh. Oui, toute jeune à l'époque. Qui joue, elle avait 22 ans, je crois. 23 ans, ouais. Et elle joue exceptionnellement bien parce qu'on voit notamment sur son visage ou sa façon de parler ou sa façon de bouger, les moments où elle bascule quand elle devient très calculatrice. Oui, d'un état à l'autre presque. Voilà. Tout à fait, de posture. Et le film est extrêmement malin là-dessus. En plus, on a une galerie de personnages qui est vraiment... moi, je les trouve tous plus ou moins attachants. On a quand même... et puis en plus, il aborde quand même... Dans la troupe, il y a quand même 2 homosexuels. Des prostituées qui ont toutes des... parce que c'est pareil, il y a un truc touchant, effectivement, sur la naissance du fils de Martin. Enfin, du bébé de Martin. Mais... est-ce que c'est lui qui essaye de se convaincre, ou la mère qui essaie de se convaincre, c'est Martin, parce que c'est quand même la prostituée de la troupe. Entre guillemets, tout le monde lui est passé dessus. Savoir si c'est vraiment lui le père, c'est sûr. C'est une question un peu bizarre, quoi. Puis tu parles de la troupe en question, comme tu dis qu'il y a tout le monde, et il y a également un ecclésiastique, un cardinal, qui se donne le titre de cardinal, du moins, je pense. Disons que c'est son surnom. C'est son surnom, voilà. C'est son nom dans la troupe. Le cardinal qui complètement illuminé, quoi, et dont Martin se sert plus ou moins, parce qu'il y a toute une intrigue dans le film que je trouve assez chouette autour d'une statue de je sais plus quel saint. Saint-Martin, justement, c'est pour ça. Le saint de la troupe. Et la statue se retrouve une fois à tomber, à donner un signe, et lui, il voit plein de signes, où se dit que, justement, vu que c'est Martin le plus fort, c'est lui qu'on va dire que c'est l'élu, que c'est celui qui doit nous amener. Et Martin se sert de ça plus tard, tout au long du film. Il y a tout un truc... sur qu'on en parlait, voilà. Sur le dévoiement de la religion, quoi, vraiment. Comment l'utiliser. Et en même temps, le cardinal, tu te dis quand même qu'il y croit un peu, ou tout du moins que ses prédictions vont fonctionner, notamment quand il voit la corde au-dessus d'eux en flammes, en disant c'est un mauvais présage pour nous. Et juste derrière, ils se font trahir et ils se font virer comme des malpropres de la ville. Donc au final, ça renforce le cardinal dans son assurance sur le fait qu'il suit Dieu et ses préceptes. Mais au fur et à mesure, ça va commencer à partir en sucette. C'est clair. Et oui, c'est purement un outil Et lui, je pense qu'en partie, il est convaincu, parce que notamment quand il décide de tuer un autre mercenaire qui se moque complètement de la religion, il décide de le tuer. Mais après, ils vont aussi plus ou moins, des fois on sent un peu de connivence entre les deux aussi, entre Martin et le cardinal. Et c'est ce qui rend le film hyper intéressant, en fait. C'est que on raconte une histoire assez complexe. Et ils se sont d'ailleurs inspirés, j'ai lu, ils se sont inspirés de deux trucs assez importants, qui est la révolte de Münster. C'était une histoire comme ça, d'une prise de contrôle d'une ville, en fait, de Münster, par un religieux qui avait créé une espèce de proto-communisme dans la ville. Mais c'est parti très rapidement.
nature humaine faisant, c'est parti en sucette. Mais c'était le même, et on retrouve des éléments dans le film, puisqu'à priori, il y avait un choix de vouloir s'habiller tous pareil. Bien sûr. Et ça, c'est une belle idée, je trouve. Enfin, qui part très vite en vrille. Et c'est parti sur le Munster. Vous regarderez un peu sur différents sites, ils en parlent. C'est parti complètement en sucette. Et puis, il y a eu aussi une histoire d'un naufrage, le naufrage du Batavia, et où des gens se sont retrouvés en fait sur une île, et il y avait au départ sur le bateau déjà une mauvaise ambiance, il y avait une mutinerie en préparation, le bateau finit échoué, et un des leaders en fait qui était le leader de la mutinerie d'ailleurs, je crois. C'est ça, qui est un apothicaire de profession, quoi. Ouais. Et a pris le contrôle en fait de la population, des survivants. Comme un despote, quoi. Et c'est parti aussi en vrai. Ils ont exécuté une partie de personnes qu'ils estimaient pas fiables pour la survie. Ils disaient non, eux ils vont nous prendre nos provisions, ils servent à rien, donc on va s'en débarrasser. C'est donc Koh-Lanta vraiment un peu extrême, quoi. Ah oui, en version extrême. Donc on se retrouve encore toujours sur la noirceur de l'âme humaine, et toujours les histoires de survie et de savoir comment tu vas faire pour survivre, quoi. Mais voilà, et tu parles de tout ça, et on rajoute en autre thématique moyenâgeuse que tu fous dans ce pot pourri qui est la chair et le sang, c'est la peste. Bien sûr, ouais. La peste qui oui, c'est vrai qu'on l'a pas abordé encore, qui est un élément central du film. Central, parce que c'était au centre de toutes les peurs de l'époque, quoi. Covid, tiens-toi bien, quoi. Mais c'était et qui même se retrouve dans la dernière partie du film comme une espèce de jugement final pour cette troupe de mécréants, presque. Qui est pareil abordé, je trouve, de manière très frontale, quoi. Moi, j'avais jamais vu un film qui vraiment, enfin, on te montre vraiment ce que c'est que la peste, comment on la soignait, on essayait de la soigner à l'époque. Et toute l'architecture, on va dire, du film, on disait que plus qu'un film sur le Moyen-Âge, c'est un film sur la bascule entre Moyen-Âge et Renaissance. La peste l'incarne, avec, je sais pas si vous vous souvenez, cette scène où c'est Steven, justement, qui explique au médecin qu'il fait encore des saignées, donc qui pratique des interventions d'un autre temps, quoi. C'est le père Georges, le médecin. Le père Georges, exactement. Où il lui dit que voilà, c'est archaïque en fait, et qu'il faut passer à autre chose, et notamment avec des technologies, des pratiques venues du monde arabe. Faire des incisions, la médecine arabe. Exactement, des incisions autour des bubons, etc. Sauf que voilà, à l'époque, c'était deux régions du monde qui étaient en désaccord sur beaucoup de choses, et c'était impossible d'entendre parler de ça, quoi. Et sachant que aussi l'histoire de Bubon, a priori, là où justement ça n'est pas super réaliste, c'est qu'a priori il y avait très peu de chances d'en survivre tout de même en faisant ça. En faisant ça, d'accord. C'était plus tard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait. Mais ça passe en fait. Ça passe parce que en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ce qui compte, c'est qu'on ressente cette espèce d'ambiance de ce que pouvait être cet univers-là, enfin cette époque-là. Tu parlais tout à l'heure en off d'un commentaire de Verhoeven sur les costumes notamment, sur la véracité des costumes. Je sais pas si tu peux nous le rappeler, mais qu'en gros, oui, où il explique en fait que le choix des costumes n'a pas été forcément, que ce soit des costumes ou d'autres choses, ça n'a pas été, tous ces choix n'ont pas été faits juste pour être historique. Oui. Que si ça ne sert pas au film, on peut, il a pris des libertés sans aucun problème. Notamment, il parlait dans l'édition collector de chez Carlotta, il y a un livre qui parle beaucoup du film et de la carrière de Verhoeven. Et il cite notamment l'épée que porte, la fameuse épée, la super épée de Martin. C'est une épée de la guerre de 100 ans. C'est pas du tout ou l'utilisation des canons, ça se faisait pas encore comme ça à l'époque. Donc voilà, c'est des libertés qu'il prend, et personne ne va trouver ça choquant. Surtout que dans chaque film historique, ou chaque film d'époque, on trouvera toujours des erreurs. L'idée, c'est qu'il faut trahir pour mieux retranscrire une sensation, une idée. Oui, exactement. À part si le film a vraiment un but purement historique à ce moment. Purement pédagogique, un documentaire. Bien sûr, voilà. Mais j'ai revu récemment La Reine Margot. Alors je suis incapable de dire si c'est très historique au niveau des costumes, etc. Mais je pense qu'il y a une recherche
recherche assez poussée. historique. C'est un événement précis, quoi, la nuit de la Saint-Barthélemy. Et oui, voilà. Après, le film, c'est une pièce de théâtre. Enfin, c'est c'est très différent. Ouais, ça, c'est complètement différent en traitement. Mais tu vois, peut-être que j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais qu'il y aurait des films plus récents, médiévaux. Jeanne d'Arc. je vois Jeanne d'Arc, oui, voilà, qui vont vouloir se montrer beaucoup plus réalistes, percutants, tout ça. Mais l'esprit d'un film, quoi. Ce qu'il en ressort globalement, c'est peut-être ça, quoi. Et l'esprit de ce film est incroyable. En tout cas, de Verhoeven, j'ai plus la phrase exacte, mais disait que pour lui, il voulait retranscrire sa vision du Moyen-Âge, qui était une époque d'une violence inouïe. Il disait qui était impudique, qui était cruelle. Et tous les moyens mis en œuvre vont dans ce sens-là, en fait. C'est ce qui compte, en fait. Où toutes les pires choses, quoi, la maladie, les morts, les massacres, les viols, faisaient partie du quotidien. Surtout, on le voit notamment avec le personnage de Little John, qui est l'enfant de la troupe. Alors ça, c'est pareil, l'utilisation des tambours, alors je sais plus comment on dit le terme, mais des enfants qui faisaient du tambour sur les champs de bataille. C'est à cette époque-là, ça se faisait pas. D'accord. Mais par contre, on a un gamin quand même qui est dans la troupe et qui participe à tout. Enfin, il voit tout, il est là. Et pendant que les gens sont en train de se faire tuer quand ils attaquent la ville, lui, les gens se font massacrer. Lui, il dépouille les cadavres. Ou alors, c'est lui qui va battre le rythme quand Agnès se fait violer. Ouais. Il est là, il regarde et en fait, il est le produit de son environnement. Son temps et de son environnement, ouais. C'est ça qui est marquant avec ce film. Et moi, j'ai toujours eu l'impression, en m'intéressant à des œuvres plus récentes, notamment en dehors du cinéma, notamment dans le jeu vidéo, je pense à la série des Souls, des Dark Souls, chez From Software, etc. Quand tu te bases un peu sur la création du jeu, les créateurs se retrouvent à mentionner ce film ou les films de cette période, comme tu disais, Conan ou Excalibur, comme influence. Et j'ai vu ça notamment, Hitaka Miyazaki, le créateur des Dark Souls, mentionne la chair et le sang. Kentaro Miura, le créateur de Berserk. Tout le début de Berserk avec l'idée de la compagnie mercenaire. Des compagnies mercenaires et du héros Guts qui évolue jeune, depuis gamin, mais vraiment bébé, dans une compagnie mercenaire et qui voit toutes les horreurs et qui subit toutes les horreurs là-dedans. Typiquement, ça vient de la chair et le sang. Tu parlais de l'épée de Martin, on la retrouve dans les Souls. Il y a plein de petits trucs qui te font. C'est ces films-là que quand d'un coup tu les revois aujourd'hui, tu fais ah mais j'ai vu ça quelque part en fait quoi. Et un esprit, enfin voilà même. Presque des films matriciels quoi. Mais et de toujours bon de rappeler que il faut laisser un peu de temps. Et en Tourloupe dans l'Azimut, on se disait ça quand dans le premier épisode, je crois qu'on aime bien. Nous c'est la pérennité des choses qui nous importe. Et voilà. Et comme quoi le film a été, il faut rappeler aussi juste le fait. Tout bête, mais que ça a été un échec cuisant, quoi. Enfin, ça a été une catastrophe, le film, quoi. Ça a failli mettre fin au rêve même de cinéma, de carrière de Paul Verhoeven à Hollywood. Il pensait se faire virer en plein milieu du tournage pour ce qu'on s'est dit. Ça a mis fin à une amitié de plus de 20 ans avec Rutger Hauer, parce qu'ils avaient tourné quand même pas mal de films ensemble. Ouais, alors tu peux nous rappeler peut-être ça, Denis? Ouais, c'est assez compliqué, parce que j'ai regardé, j'ai écouté les interviews de Sothmann et de Verhoeven, et lu des différents articles. Et effectivement, ça faisait pas mal d'années qu'ils travaillaient ensemble. Et faut voir que Rutger Hauer sortait tout juste du tournage de Lady Hawk. Oui, tout à fait, ouais. Où il avait un rôle film médiéval fantastique. Voilà. Où il n'a pas du tout. Non, du tout ce rôle-là. On est d'accord, c'est plutôt héroïque un peu, non? Enfin, oui, voilà. c'est un conte. Pour moi, c'est un conte médiéval. Mais lui dedans, a été un petit peu plus à l'honneur, on va dire un peu plus. C'est une histoire d'un couple qui a une malédiction qui ne peut jamais se voir parce que lui est un loup, si je me rappelle bien, lui est un loup la nuit et elle est un faucon le jour. Donc en fait, ils ne font que s'entreapercevoir au moment de la transformation en fait. Et ce rôle-là... C'est génial, il faut que je vois ce film. Lady Hawk, ouais. Lady Hawk, d'accord. Et merci. Lui, ouais... Et donc lui, c'était le début de sa carrière américaine, avec notamment quelques années avant aussi Blade Runner.
Et a priori, alors ça c'est là où c'est assez bizarre, c'est que d'une personne à l'autre, l'interprétation ou ce qui a été dit, moi j'ai pas vu la même chose, D'accord. ou entendu tout du moins la même chose. C'est que Verhoeven maintenant il regarde avec le recul et il dit j'aurais pas dû lui demander de faire ce film, parce qu'en fait à l'époque Verhoeven c'était une tête brûlée. Ouais. C'est clairement une tête brûlée. Il dit, et apparemment, il a dit à Rutger Hauer, vas-y, on fait le film. Et Rutger Hauer fait, non, ça craint. Moi, si je fais un personnage principal qui viole une nana dans ma carrière américaine, je vais en prendre plein la tronche. Et Verhoeven fait, vas-y, viens, on n'en a rien à foutre. C'est bon, vas-y, on va dynamiter le cinéma hollywoodien, quoi. Et il a fait le film et ça lui a en partie coûté sa carrière américaine. Après, moi j'ai entendu d'autres trucs où a priori il était obligé par contrat de faire le film. Et Verhoeven avait aussi a priori disait que l'agent de Rutger Hauer lui avait conseillé de le faire quand même le film. D'accord. Oui, donc c'est après, un peu plus... Je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'apparemment Rutger Hauer est quand même arrivé aussi un peu en diva. Apparemment sur le tournage et le début du conflit, apparemment les débuts du conflit, c'est que des fois en fait il refusait de faire ce que Verhoeven voulait et ça a contaminé aussi. Après, on sait pas ce qu'il demandait. Voilà, vu le perso. Non, mais apparemment d'après ce que j'en ai compris maintenant, si je serais curieux de savoir d'avoir sa version ou de lire d'autres choses un peu plus plus de choses que je n'en ai eu ou entendu, mais apparemment il avait l'air de dire que tout simplement il y avait des scènes où il disait oui non mais moi j'ai pas envie de le faire comme ça ou je ferais plutôt comme ça et ça contaminait les autres acteurs. Bien sûr. Ce qui fait que ça commençait aussi à pousser des ailes un peu, quoi, de dire ok moi je peux contester ça. Ouais voilà, ou de dire attends si lui il fait comme il a envie, pourquoi moi je me casserais. À se demander même, tu vois, Verhoeven qui filme la nudité sans aucun filtre, quoi, il montre les gens frontales. Une scène où Martin est nu dans le film, il aura toujours un espèce de cache-sexe, un truc tu dis presque qui fait tâche du coup bizarrement dans un film comme ça, qui n'a rien à faire là. Et alors que la pauvre Jennifer Jason Leigh est montrée sous tous les angles, etc. Tu dis, est-ce que c'est encore aussi ça les affres de... Tu dis que voulait un marché américain, enfin... Dans le cinéma en règle générale, de toute façon, tu vois plus facilement l'anatomie entre guillemets complète d'une femme que d'un homme. Oui. Alors là on fait une micro parenthèse là-dessus. Verhoeven, pour le coup, c'est un des rares, je trouve, cinéastes hollywoodiens notamment, mais qui n'a, pour moi, qui s'est jamais mis de barrière à ce niveau-là et qui justement osait transgresser cette espèce de tabou très bizarre, en effet, de la nudité masculine, quoi. Dans Spetters, on en parlait, il y a ça. Dans Starship Troopers, où carrément, alors là, c'est carrément mélangé, où il y a des douches communes pour femmes, hommes, tout le monde est à poil, où ils sont mis même l'équipe technique était à poil. Exactement, pour désinhiber les gens. Qui a aussi son symbole aussi d'inclusivité dans le film, au final, parce que c'est une... Dans Starship, tu veux dire ? Bien sûr. C'est une société où hommes et femmes sont hommes, femmes, black, latino ou autre, tout le monde est logé à la même enseigne. Exactement, où t'as des soldats femmes ultra badass, 15 fois plus violentes, hardcore et tout. Là, tu vas aborder l'écriture des personnages féminins de Verhoeven, et alors là on est quand même dans des personnages quand même qui sont toujours quand même très forts, quoi. Oui, non, tout à fait, ouais. Ne serait-ce que j'ai revu Basic Instinct. Voilà, non, mais parlons, on peut en parler peut-être, non, et élargir un peu la discussion sur ces films-là, parce que là, on a beaucoup parlé de la chair et le sang, mais en effet, ouais, On peut peut-être avant, c'est préciser quand même la difficulté aussi qu'a eu Verhoeven. On a un tout petit peu, je crois qu'on l'a un tout petit peu abordé, c'est le fait que c'est une micro incursion dans le cinéma américain, puisqu'en fait il n'avait pas le pied totalement aux États-Unis et qui restait en Hollande en fait pour faire son film, et c'est un de ses gros regrets et ce qui expliquait une des énormes difficultés, c'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de mal à l'époque à faire de l'écriture des dialogues, parce qu'il ne maîtrisait pas l'américain très bien.
Et puis la confrontation avec la censure américaine, où il avait déjà du mal avec la censure hollandaise, mais la censure hollandaise n'est pas la censure américaine non plus. Donc il disait, s'il trouvait ça assez marrant, c'est que autant les scènes de violence, il a dû enlever, des fois c'était vraiment des micro-détails ou quelques images, des fois même la censure va à quelques images près. Par contre, les scènes de nudité ou de sexe, alors là, c'était la version, le montage américain a priori qui peuvent encore se trouver. Et par rapport à ce qu'on peut voir, nous, il est charcuté. Le film, il est charcuté. Et c'est vrai que du coup, il y a eu ce passage après La Chair et le sang, donc, qui a des capitaux américains, mais où il est resté en Hollande. Vu l'échec du film, il s'est dit que de toute façon, voilà, s'il voulait amorcer une carrière hollywoodienne, il n'avait pas d'autre solution que d'aller à Hollywood pour plusieurs raisons. Lui exprime déjà la nécessité de baigner dans la culture américaine pour pouvoir faire des films américains, ce qui est tout à fait louable et intelligent, je trouve, en fait. Sachant qu'en plus, il y avait quand même quelques gens à peine connus, comme je crois que c'est Spielberg qui avait dit, mais viens aux États-Unis. Exactement, ouais, tout à fait. Et la deuxième... À partir de tous ces fameux réalisateurs non américains qui ont fait toujours leur passage à Hollywood et qui finissent par en partir quand même au bout d'un moment, quoi. Non, mais, alors c'est marrant que tu parles de ça, parce que en effet la relation de Verhoeven, on parle là des films d'après, donc des années 90 jusqu'à des années 2000, c'est à la fois du très bon avec des chefs-d'œuvre, on est tous d'accord, et en même temps un rapport très ambigu, encore une fois, au pays d'origine, à savoir, enfin pays d'origine, au pays d'adoption, à savoir les États-Unis, quoi. C'est ça, je l'évoquais rapidement en intro, c'est qu'il fait des purs films de genre. Starship Troopers, film de guerre contre des aliens, trop cool. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'impression que c'est ça qui est drôle avec ce film, c'est que, comme plein d'autres films d'ailleurs de Verhoeven, tous ces films américains, qui sont encore pris par certains, même parmi certains des fois comédiens du film, à premier degré. Je crois que dans les interviews de certains acteurs, Denise Richards, pour elle, c'est toujours un film de guerre, cool, etc. Starship Troopers, oui, tout à fait. Alors qu'il n'y a pas de... Alors que c'est un gros pamphlet antimilitariste, au possible, etc. Ouais, je crois que Showgirls, pardon, Denis, qui pour le coup, qui a un échec, qui a souffert, où tout le monde a vu un pur film gnangnan sur la danse à Vegas, etc. Alors que c'est exactement Starship Troopers, mais dans la danse à Vegas. Et je crois que même Kyle MacLachlan, qui est dans le film, dit non, mais ce film c'est de la merde, c'est sucré, c'est suranné, c'est n'importe quoi. Quel film. Et pareil, Robocop, on se dit revenge movie, etc. Mais... Lui-même disait que de Robocop, quand il a lu la première fois, il a arrêté au bout de 20 pages en disant mais quelle débilité, quoi, je peux pas tourner un truc comme ça. C'est son premier film hollywoodien. Oui. Et sa femme, je crois, lui a intimé de bien relire et de voir qu'en fait... Si, regarde, il y a Jésus, quoi. C'est ça, de lui dire, regarde avec l'œil Jésus, regarde avec ton œil, cuit sur Jésus, quoi. Et oui, tu vas voir que toutes tes obsessions y sont, en fait. Et un rapport aux États-Unis très critique quand même de la société américaine. Il y a cette phrase là dans le livre que j'ai utilisé pour préparer l'émission qui est terrible, mais il va... Vous aurez compris que Verhoeven il mâche pas ses mots vraiment, donc sur à la fois l'industrie et surtout sur les États-Unis, quoi. Il dit: une arme automatique touche plus de gens que 100 films. L'industrie du cinéma sert de bouc émissaire pour expliquer le désarroi de la société. Ce débat détourne l'attention des vrais problèmes de l'Amérique, où la violence est due au déclin économique, à la drogue et à cette loi idiote sur les armes à feu. Tant que l'on pourra acheter des revolvers pour presque rien ici, les gens continueront à se tirer dessus, mais ils aiment mieux ne pas en parler. Bon, derrière, va tourner des films à Hollywood quand tu balances ça. C'est sûr que tu comprends mieux, quand tu entends ce propos-là, tu comprends mieux les films derrière, quoi. Tu vois que c'est... Il y va à fond, quoi. Puis là, je suis en train de les regarder, là, que ce soit Robocop. Alors, Robocop, quand même, 1987, c'est quand même un film quand même ultra visionnaire. Non, mais complètement. Par rapport à notre époque actuelle. J'ai revu Total Recall il y a peu de temps. Alors, le film a vieilli, tout ce qu'on veut sur les effets spéciaux et tout, mais il a un côté cartoonesque et tout, mais par exemple, sur la violence, à la fois, le côté...
côté Big Brother qui est là, Big Data, Big Pharma. Ça c'est aussi le côté de Kedic, voilà, évidemment. Kedic. Évidemment. Et là, sur la violence aussi. C'est-à-dire que même si c'est un peu cartoonesque, on s'en souvient, quoi, Total Recall, quand ça défouraille, c'est hardcore, quoi. En fait, d'un coup, il y a du sang partout, c'est dégueu, on en revient toujours au même truc, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui est visuel. Enfin, c'est-à-dire qu'il montre sans filtre. Il montre les choses. Par exemple, il va jamais pratiquer le hors-champ ou des ellipses, il va quasiment pas en faire. Enfin, il en parle, il y a une phrase, encore une fois, percutante sur le viol, parce qu'on lui a reproché ça, la violence de ses films, et notamment des scènes de viol, quoi. Où il disait, que je la retrouve, le viol est un comportement maléfique, bestial, d'envahissement. Si dans mes films je montre le viol de cette manière, c'est parce que j'y suis fermement opposé. Et clairement, j'ai l'impression que ça sous-tend toute la démarche artistique de Verhoeven, quoi. Je te montre des choses hyper frontales, quoi, mais... À tel point que c'est fascinant de se demander comment tu drives des décennies de carrière à filmer des trucs contre lesquels tu es opposé profondément. Mais et en même temps, à les mettre, comme tu le dis, c'est un cinéaste de l'image, à faire des images percutantes autour de ça tout le temps, quoi. C'est clair. Mais pour lui, tout simplement, la violence, le sexe et la religion, ce sont les trois forces qui conduisent l'homme, quoi, et qui le tirent dans tous ses tréfonds du pire vers le meilleur, on pourrait dire, quoi. Souvent vers le pire. Souvent vers le pire. Oui. Mais voilà, qui est malheureusement que l'adage de l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça, c'est à fond là. Et voilà, et il veut montrer ça sous toutes ses facettes, sous tous ses aspects, quoi. Et même, tu vois, on pourrait évoquer un peu plus sa filmographie récente, notamment Benedetta, qui, quand on le regarde à la suite de la chair à leçon, ça fait beaucoup sourire parce que les films sont très semblables, au-delà du fait que ça se passe au Moyen-Âge. On y retrouve la peste, on retrouve un personnage, Benedetta, et je trouve au même titre aussi ambigu que Martin, parce que hallucinant. On ne sait pas si elle ment. On ne sait pas si elle ment, on ne sait pas si elle est vraiment illuminée, si elle est folle, si elle ressent vraiment des sentiments pour des sentiments pour sa compagne ou pour sa maîtresse, ou tout simplement pour Jésus, parce que encore une fois il est question de ça dans le film. Voilà, on ne sait pas, jusqu'à la dernière scène, on se dit, mais qui est-elle, quoi, qui est cette femme? Et le côté frontal, je pense, dans Benedetta, on l'a. Il y a une scène notamment qui a fait réagir les plus. C'est même pas les plus cyniques. En fait, si tu rentres pas dedans, je pense que t'éclates de rire. Mais même quand. Moi, j'ai encore un jeu de mots douteux. Mais d'accord, pardon. Mais cette scène hallucinante de discussion dans des latrines, je sais pas si tu t'en souviens. Mais moi, enfin. Et je sais que j'ai aimé le film. Je l'ai pas encore vu. Je sais que j'ai aimé le film. Vraiment, j'aime beaucoup le film. Mais là, j'étais là, je fais, mais il est fou. Parce que, mais en même temps, c'est normal. Parce qu'à l'époque, il y a un rapport au corps à ces choses-là qui était complètement différente d'aujourd'hui. Donc les deux filles, elles sont en latrine. Apparemment, t'as des bruits dignes d'un cartoon, quoi. Mais en même temps, c'est les bruits qui font le corps. Voilà. Mais voilà. Et ça discute de choses hyper sérieuses. Donc nous, ce qui est génial, c'est de voir la réaction d'une salle en 2021, tu vois, face à ça. Oui. On est tout gêné, on rigole, c'est tout gêné, on se cache et tout, il y en a rien à foutre. D'autant plus ce qui est un peu perturbant, je trouve, à mon avis. Apparemment, il faisait déjà très fort dans ses premiers films. Oh là là, Mash Peters. Les fluides et autres, c'est un festival. On n'a pas vu Turkish Delight encore, qui apparemment est gratiné à ce niveau-là. Mais... Oui, parce qu'on a oublié de préciser que les films de la période hollandaise, non mais petite parenthèse, sont très compliqués à trouver aujourd'hui, aussi bien sur des plateformes de streaming que qu'en DVD ou en Blu-ray. Donc allez les éditeurs là et les plateformes, hop, on y va, on allonge les brosoufs. Allez Carlotta, mais on veut le coffret. On s'est un peu éparpillé, quoi, mais voilà, c'est comme tu dis, il y a cette crudité qui est aujourd'hui qui est très troublante dans Benedetta. J'ai pas encore vu elle. Et apparemment, elle, c'est encore pire. J'aime beaucoup ce film. Alors elle, c'est vraiment particulier. En effet, on retrouve toutes les thématiques. Le côté, tu en parlais, Stéphane, en off, du sous-produit un peu de Benedetta. Le fait, on est passé d'un réalisateur. C'est quand même on n'a pas trop mentionné, mais dans sa période hollywoodienne notamment, c'est un formaliste aussi, Verhoeven. C'est un Basic Instinct, visuellement parlant. C'est hallucinant. Enfin, il y a des prouesses techniques, c'est très graphique, c'est très beau. C'est vraiment très beau, quoi. Des très belles photographies, des très beaux plans. T'arrives dans elle, c'est un autre délire, quoi. Parce ça n'a rien à voir. Le projet, le budget, tout, quoi. C'est très perturbant. On a l'impression de voir un truc à la fois très cheap et très beau en même temps. Enfin, je parle pour Benedetta. Oui.
Elle, le beau, tu oublies. Hein. Enfin, à part dans l'écriture, vraiment, l'interprétation, il y a plein de choses à trouver, mais visuellement, le film, tu sens que c'est horrible ce que je vais dire, mais ça fait vraiment production française, pas beaucoup d'argent, presque de télévision. Mais lui retourne le truc en faisant un truc très français, justement. Je sais pas si... Parce que moi, j'ai lu, alors vous allez peut-être me confirmer ou pas, qu'au départ, ça devait être fait en Angleterre, et qu'apparemment, ils n'ont pas trouvé d'actrice... Pour elle, c'est pour elle. Hein. Je crois que c'était pour elle. Ils n'ont pas trouvé d'actrice qui soit prête à... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu... Le rôle d'Isabelle Huppert, c'est hallucinant. Enfin... j'ai l'impression qu'après notamment Showgirls, parce que alors, je ne me rappelle plus le nom de l'actrice dans Showgirls, sa carrière a été flinguée. Et apparemment, sur elle, ça a été un peu la même histoire. C'est-à-dire que... Elisabeth Berkley. C'est vrai que si tu es approché par Verhoeven pour faire un film... faut se dire que faut être prêt à aller loin, quoi. J'ai l'impression qu'il demande une implication assez importante. Le petit crochet par la Charles-Saint, apparemment aussi, ce qui posait problème sur la Charles-Saint, c'est-à-dire qu'il a une direction d'acteur qui ne passait pas apparemment bien auprès des acteurs américains. Parce qu'en fait, apparemment, Verhoeven, c'est quelqu'un de très démonstratif. Ouais. Et donc, il montre beaucoup aux acteurs ce qu'il veut obtenir. Et apparemment, les acteurs américains, ils n'aiment pas forcément être dirigés comme ça. Ça dépend des acteurs. Il y a des acteurs qu'on tournait avec lui qui... Parce qu'en même temps, il y a beaucoup apparemment de tendresse et d'implication, de respect envers les comédiens. C'est pas, on sait qu'il est un peu foufou, quoi, Verhoeven, mais il faut pas imaginer un tyran, quoi. Comme il y en a. T'as aussi on peut voir les images du making of de Starship Troopers. Oui, c'est incroyable. Où il est complètement allumé, à hurler, à faire le bruit des mitrailleuses ou des monstres, etc. Mais il est à fond, quoi. C'est ça... Un des acteurs fétiches de sa période hollywoodienne, enfin, du moins on le retrouve dans Total Recall et Starship Troopers, c'est Michael Ironside. Qui joue dans Smallville d'ailleurs. Il a réussi à nous le caser. Hop là. Et Rutger Hauer dans Smallville, putain les mecs, je vous l'ai pas dit. C'est vrai. Il y a un épisode spécial, il fait un membre de la pègre, c'est génial. Et oui, on reboucle. Voilà. Désolé pour la parenthèse et tout ça. Sur Michael Ironside qui disait que c'était... qu'il aurait pu, la phrase exacte, je crois, c'est s'il m'avait demandé, je serais allé faire le poirier dans la rue pour gagner quelques pièces et tout, parce que en fait, il y a une telle fusion avec certains comédiens et tout que ça peut aller très loin, et vraiment un vrai sentiment de respect. Je crois qu'avec Isabelle Huppert, c'est très bien passé. Et Fira aussi. Je crois qu'Elisabeth Berkley, malgré que le film a un peu tué sa carrière parce qu'il n'a pas eu de succès et qu'on l'a considéré qu'elle le surjouait et tout ça, j'ai l'impression que dernièrement, elle a plutôt une tendresse envers ce film et Verhoeven. Aussi parce que le film a été beaucoup sauvé, entre guillemets, Showgirls, parce que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, au premier visionnage, j'ai pas aimé. Alors, moi, j'ai adoré, mais je l'ai vu beaucoup. Et je pense qu'il y a Toi, tu l'as vu à l'époque ? Je l'ai vu, je pense de mémoire, je l'ai vu à l'époque, et je pense que j'ai réagi comme beaucoup de personnes qui ont dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que effectivement, le film est surjoué au possible, mais il amène quelque chose, quoi. Donc après, elle apparemment a été aussi pas très bien. Pareil, une direction d'acteur très particulière. Après, c'est difficile parce qu'il arrive dans un autre pays, une langue qu'il maîtrisait pas totalement, le français, même s'il le parlait un petit peu. Maintenant, je crois qu'il le parle couramment. Mais donc voilà, il y a toujours ce rapport en effet au jeu, aux comédiens, qui peut être particulier. Et ça dépend des gens, quoi. Il y a des gens qui accrochent. Et puis bon, sur Elle et Benedetta, c'est toujours les thématiques qui sont. Ah bah ouais. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il serait temps de faire peut-être Antoine, un petit film de Verhoeven à recommander ou à découvrir et redécouvrir? On a quand même encore sacrément esquivé Hollow Man quand même. Ouais, Hollow Man. Alors mais le problème, tu vois, je dirais bien, allez, on redécouvre Hollow Man, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. Et oui, il y a plein de trucs très Verhoeven, quoi. Déjà, le mec, il se dit, il y a que Verhoeven pour se dire, en premier lieu, alors attends, je suis invisible, qu'est-ce que je vais faire ? Ah bah tiens, je vais aller montrer frontalement que je vais aller mater des meufs dans des chambres d'hôtel et tout. Le mec, même pire. Mais après, ça avait été déjà, si tu prends la bande dessinée de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'était déjà dans le truc. Ah bah t'avais quand même une histoire d'Immaculée Conception dans un couvent, parce qu'en fait le mec il squatte et il viole les... Ah bah Paul, en fait tu t'es ramolli, Paul. Donc, vous auriez pu faire mieux, quoi. Donc ça, pire. Petite reco au passage, la BD de la Ligue des... Pas le film, hein.
Pas le film. Mais c'est un de mes Alan Moore, ouais, c'est un de mes dossiers à régler. Je rêve de dire ça. Donc quoi. moi je vous dirais bien Hollow Man, ouais, en reco, mais voilà, moi en le revoyant, franchement après, ça a bon, vieilli. franchement, voilà, Et voilà. ça- Mais ça sera il pas le- y avait quand même des très belles choses dedans et technologiquement c'était assez barjo. Non, moi, on en a parlé beaucoup, je dirais Showgirls, quoi. Showgirls, ça a été vraiment une claque quand je l'ai découvert. C'est du pur Verhoeven, vraiment il disait de la chair et le sang, Verhoeven, que c'était un contre-conte, en fait, un conte inversé, quoi. Et pour moi, c'est pareil, Showgirls. C'est une sorte d'anti-conte, quoi, de Rise and Fall. C'est pas le film où il disait toutes les jeunes filles américaines devraient voir ce film. Il y a. Et je crois qu'ils disent ça parce que au sens où voilà, c'est. Comment on pourrait le décrire? C'est en gros le rise and fall d'une danseuse de spectacle à Vegas. Ouais. De spectacle à Vegas. Pour moi, il arrive dans ce film-là à cerner un truc très américain, c'est une espèce de décadence dans le showbiz, du show business et surtout tout ça. De ce milieu-là, spécifiquement. De ce milieu-là, de cette ville-là complètement aberrante qu'est Las Vegas, quoi. Et avec un récit, moi je trouve hyper bien mené. Mais l'héroïne est complètement vénale et arriviste et carriériste au possible. Quoi. Et en même temps, c'est une question de survie. Et c'est une question de survie, bien sûr. Mais c'est ça qui. On commence à comprendre son passé après et tout ça. Et oui, c'est une question de survie. Avec un truc que qui évolué au milieu d'autres requins, quoi. Non, mais les requins. C'est ça qui est un truc que j'aime beaucoup, c'est elle arrive dans une petite boîte de striptease avec Robert Davi qui joue un patron de boîte dégueulasse. Robert Davi, on l'embrasse. Et avec une rombière à côté, tu dis ces mecs sont horribles. En fait, c'est vraiment l'horreur. Et t'es contente pour elle quand elle va du coup dans la meilleure revue, dans le meilleur truc, quoi. Elle évolue dans les meilleurs spectacles, dans le plus grand showbiz, tout ça. Et en fait, tu vois que eux, ils sont 100 fois pires. Oui. Et plus tard dans le film, Robert Davi revient le voir, prendre de ses nouvelles et tout. Et en fait, tu comprends que les gens que tu pensais des ordures au début sont les plus humains. Et c'est là où je trouve Verhoeven très fort, c'est qu'il te fait faire le même parcours un peu que son personnage principal, à savoir que toi, t'as des a priori, en fait, au début. C'est-à-dire que tu vois ce rad miteux dans lequel elle taffe au début, tout de suite, tu dis, oh là là, il n'y a pas de strass et de paillettes, les mecs, c'est des enflures. Et c'est vrai qu'ils se comportent mal, mais, et que c'est dégueu, et que les clients, ils sont horribles et tout. Mais derrière, ils te mettent donc Gina Gershon qui fait la danseuse à tuer, en gros, quoi, à abattre, qui est la star, Kyle MacLachlan, des super hôtels, des strass, des paillettes et tout. Donc, t'es contente pour elle quand elle arrive là, qu'elle commence à... En fait, en effet, tu commences à comprendre que derrière le vernis, t'as l'enfer, quoi, absolu, et que c'est bien pire que le rat du début, quoi. Donc, c'est encore une fois, hyper ambigu, mais un film génial, au rythme super. J'adore le rythme de ce film, quoi, ça n'arrête pas. Il y a tout le temps on va dire des retournements de situation, des choses qui se passent, des scènes très touchantes aussi avec son ami, notamment sa coloc là, il se passe des trucs horribles encore, des scènes traumatiques, quoi. Un film super. Elizabeth Berkley, mais carrément. Et puis tous, en fait, les seconds rôles, Robert Davi, Kyle MacLachlan, il est malsain à souhait là-dedans, lui. Il est vraiment là, c'est vraiment chaud. Et Gina Gershon, moi qui est une actrice que j'aime particulièrement, qui est pareil, peut faire vite la méchante malsaine, quoi. Non, vraiment un très bon film, quoi, et un des tout meilleurs, je trouve, de la période hollywoodienne de Verhoeven. Et Denis, Denis, toi, Denis, mais très bien, tout à fait. Vas-y, sinon, Stéphane, toi, qu'est-ce qui serait ta reco vérovérienne pour aller vers du... Bon, mais j'adore c'est la période américaine, comme tout le monde, mais en recommander une trouvaille vraiment récente, c'est Spetters, ou Spetters, je sais pas comment on prononce, qui date du 1980. Espèce de... je sais pas, dans ma tête, je le compare beaucoup au Démon de Jésus, version hollandaise, sans l'humour, un peu moins drôle, on rit moins quand même, hein. Pas du tout drôle, mais une espèce de portrait de banlieue de Rotterdam là en l'occurrence, avec une jeunesse mais avec un univers que j'aurais pas imaginé, c'est-à-dire que tout gravite autour de là-bas, autour du motocross, de la motocross, tout à fait. Et on retrouve Rutger Hauer d'ailleurs, hyper classe, hyper guindé. On croit que le gars il a réussi un empire immobilier, tout ça, mais non, c'est un champion de motocross, un dentiste champion de motocross. C'est un beau gars, hein. Oui, très élégant, très charismatique. Et on suit juste une galerie de personnages autour de 3 amis. 3 amis, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, mécaniciens ou... qui ont des rêves de moto, quoi. Rêves de motocross, etc. Et voilà, et
et tout bascule le jour où il peut y avoir des sponsors, etc. Et il y a l'arrivée, en l'occurrence, c'est pas une princesse, mais c'est Rinche, je crois qu'elle s'appelle, qui est une vendeuse de frites, tout simplement. Et c'est elle qui va se retrouver encore une fois à manipuler, à survivre, etc. Et pour sa survie aussi, pour quoi. sa Elle survie. galère. Ouais. Et il va se passer, voilà, c'est une espèce de petite fresque de cette jeunesse hollandaise, des choses qu'on ne connaît pas du tout. C'est très touchant, c'est très marquant, c'est vraiment, c'est je génial, recommande je ce petit portrait. Pareil, quoi. le rythme, un truc qu'on mentionne pas forcément avec Verhoeven, c'est le truc qui dure 2 heures, il n'y a pas un bout de gras, ça va 200 à l'heure. Vraiment, tu vois, tu t'ennuies pas une seconde quoi, dans Schmetters. Quoi. Ouais. C'est vrai. Et super BO d'un groupe hollandais qui s'appelle Kayak. C'était ma découverte. Voilà. Et Denis, toi, pour clore sur C'est compliqué. L'invité, il a le droit à plus ou pas? Non. Découvrir ou redécouvrir. Hein, alors, franchement, j'ai envie de dire, moi, bon, La Chair et le sang, c'était un film qui m'a marqué, mais je pense que quand je me suis assis dans un fauteuil de cinéma pour voir Starship Troopers, je dois bien avouer que j'ai pris une claque de ouf. Qu'en plus, c'est un film qui est... où on parle justement, parlons des histoires d'adaptation, où le mec a complètement dynamité le livre d'origine, qui d'ailleurs en provoquant, il a dit j'ai pas passé, je crois, 2 ou 3 chapitres, tellement ça le saoulait. Et parce que le livre est en fait un livre plutôt pro-militariste, etc. D'accord. C'est-à-dire que c'était a priori, je ne me rappelle plus le nom du romancier, c'était Étoile Garde à vous, qui était plutôt quelqu'un qui était pour une société justement très militariste, aux méritocratie, etc. Quoi. Et Verhoeven, il arrive là-dedans et il prend le film, il le retourne complètement. Et je suis encore plus catastrophé, c'est quand même que des gens aient pu à un moment ou à un autre penser vraiment qu'il y avait un texte fascisant dedans. Alors il y a un texte fascisant, oui, mais pour le dénoncer, quoi. Mais pour le dénoncer, enfin, j'arrive même pas à croire qu'il soit fait traiter de facho. Mais il paraît que même pendant le montage, c'était des gens de la prod qui refusaient de voir un peu le caractère sulfureux du film. Ils rentraient, ils voyaient, ils disaient, mais disons, c'est tenu à son nazi un peu. Et il y a Verhoeven qui disait non, mais t'inquiétez pas, on a changé la couleur. Ah, ok, c'est bon, ok, pas de problème. Alors, qui voulait. Non, mais c'est un excellent film. Et puis bon. Ça a marqué une génération quand même. Des effets spéciaux de Philippe Tippett. Moi, j'ai pour l'anecdote, il y a pas très longtemps, il y a maintenant peut-être 5 ou 6 ans, à l'EMB à Sannois, il faisait une journée geek avec des bornes d'arcade, etc. Et le mec diffusait des bandes annonces de films des années 80, les 90. Et apparemment, en discutant avec le mec me dit, j'ai passé la bande annonce de Starship Troopers et il y a des jeunes qui ont fait, waouh, il sort quand ce film? Ah ouais. Oh, excellent. Donc comme quoi, c'est un film qui vieillit bien. Ça vieillit très bien. Les effets de carrément. Tippett sont ouf. Et puis bon, c'est non seulement, et là on retrouve sur pas mal de ces films, non seulement ce sont des bons films d'action, mais en plus c'est des films d'action qui ont du fond. Ouais, non, bien sûr. Donc ça se contente pas juste de bourriner. On peut le prendre effectivement très premier degré, mais voilà. Mais et toi, quand tu l'avais vu la première fois, tu l'avais vu en salle, c'est ça? Ouais. Tu as déjà été, tu avais remarqué tout de suite déjà cette dimension, cette seconde lecture, ah oui, l'aspect parodique. Là, c'est tellement poussé que la lecture parodique, oui, c'est. Parce que je sais que quand je l'ai vu la première fois, je savais tout ça, ça me paraissait évident parce que le film était déjà avait déjà été discuté ou commenté, tout ça, donc ça me paraissait évident, mais je me posais la question pour les gens qui le voyaient, qui le découvraient la première fois à l'époque, est-ce que non, 97, j'avais 24 ans. Oui, donc c'est déjà assez intelligent, quoi. Bah, pas forcément intelligent, mais disons que l'aspect un peu ironique, parce que tout le film baigne dans l'ironie complète, hein. Mais après, effectivement, quand tu lis ou tu entends des interviews sur le fait qu'il ait vécu la guerre, etc., et qu'il montre ça de manière très frontale, on sent que ça lui tient à cœur. Cette remarque, on râle ici, mais comme de bonne guerre, on râle de temps en temps sur l'état du cinéma hollywoodien actuel. Petite pensée pour un copain qu'on a en commun, Vladimir, qui m'a toujours dit, j'ai vu dans la même journée au cinéma Starship Troopers et Titanic. Voilà.
Essayez de penser juste un instant de voir les deux films dans la... C'est-à-dire à l'époque de leur il est sortie sorti au cinéma. D'accord, la oui, même oui, année bien sûr. sortait, et même plus que la même année, je pense, assez rapproché, Starship Troopers et Titanic. Ça pose quand même l'état d'un cinéma, quoi. Quand tu vois aujourd'hui qu'on galère, notre race, à trouver un blockbuster hollywoodien dans l'année qui nous contente, quoi, c'est terrifiant. Par contre, et je pense magnifique en même temps. Je pense que maintenant, la majorité des auditeurs ont déjà vu Starship Troopers. Donc, je pense que s'il y en avait un que je pourrais recommander, ça serait aussi Black Book. Ah ouais, carrément. Qu'on n'a pas évoqué, mais... Qui est le film d'après Hollywood, en fait, qui fait après... alors, ça doit être quoi, au début des années 2000, 2006 2003 ou 2004. Ouais. Black Book, c'est 2006. 2006. Et film de guerre, il revient donc en avec Hollande. Caris Van Houten. Caris Van Houten, qui a joué depuis dans On lui fait un Game bisou. of Thrones, c'est ça? Ah, mais on l'embrasse sur fort. les deux joues. Mais film incroyable. Ouais. Et pareil, sur l'ambiguïté de la collaboration en Hollande. Le film n'épargne rien aussi. Hein, Tu dis que oui, c'est à ce stade de sa carrière que Verhoeven s'attaque ouvertement à la Seconde Guerre et au nazisme. Tu dis que oui, ça doit... Alors, il y avait aussi Soldier of Orient, je crois. Il avait abordé ça. Non, mais c'est sûr que c'est... Et puis, c'est la manière dont il le fait, quoi. Enfin, encore une fois, tout est là, quoi. Tout ce dont on parlait, quoi. La crudité, personnages très ambigus. Les personnages ambigus, c'est clairement les femmes fortes, les femmes très fortes même. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, j'espère ne rien révéler de l'intrigue, mais dans Black Book, il y a une scène notamment, c'est un peu le retour, quoi. Donc c'est des scènes, tu sais, de tonte de femmes quand à la fin de la guerre, en gros. Celles qui ont couché avec les nazis. Voilà. On va dire. C'est d'une violence qui se passe, quoi. Mais c'est la première fois que. ça a dû être son enfance, quoi. Mais exactement. Mais c'est la première fois, en tout cas, je n'avais jamais vu de fiction qui a abordé ça comme ça frontalement, quoi. Et il y va, mais à fond. Et connaissant le monsieur, c'est absolument pas un truc qu'il a inventé, imaginé ou quoi. Et il a dû, c'est sûr, soit le voir, soit. Et donc, tout ce qu'on voit, c'est encore plus terrifiant de se dire, quand tu fais confiance à un cinéaste, de dire, ah ok, donc là, ce que je vois, c'est même certainement édulcoré par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est un très beau film. Black Book, c'est vraiment un super film. Alors si, il y a quand même un petit truc, quand même, qu'on n'a pas abordé. La musique. C'est que c'est Basil Polidoris. C'est Basil Polidoris, quand même. Idole. Tu parles là de La Chair et le sang, là. Ouais, de La Chair et le sang, là. Parce que globalement, c'est vrai qu'il y a de la lourde BO chez Verhoeven, hein, attention. Apparemment, il jongle quand même beaucoup entre Polidoris et puis... Jerry Goldsmith. Basic Instinct. Deux idoles de musique, quoi. Non, mais Starship Troopers. Starship Troopers, incroyable. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de sympathie et d'affection pour la BO de Basic Instinct, du thème incroyable. Alors, j'ai vu une interview de Polidoris qui raconte comment il a rencontré Verhoeven, parce qu'apparemment Verhoeven voulait travailler avec lui, parce que bien évidemment Verhoeven aimait beaucoup Conan. Il aimait beaucoup Conan. Faudrait penser, on se note sur un post-it, épisode sur Conan avec Denis. Je pense que là, on fera une version longue. Et apparemment, en fait, Polidoris raconte en fait il est contacté, on lui dit ouais voilà, il y a Verhoeven qui voudrait travailler avec toi, est-ce que ça t'intéresse? Il a fait ouais, ça m'intéresse carrément. Donc il a été invité. Il est arrivé en salle de projection pour le montage de travail et il est arrivé dans la salle, il y avait personne et la personne lui a dit non mais monsieur Verhoeven ne veut pas être là pour vous parasiter pendant le visionnage. Et il a regardé un montage sans la pré-musique qu'ils avaient mis pour éviter d'influencer. Et là Polidoris apparemment a dit ouais là je pense qu'on va bien s'entendre, apparemment. Et apparemment, bien évidemment, il lui a demandé en premier quelle était la BO de Polidoris qu'il avait préférée. Il a dit Conan. Et là, ton petit cœur de balachamade. Voilà. Incroyable. Donc voilà. Parce que ça mérite quand même d'être. Non, mais bien sûr, t'as tout à fait raison. C'est vrai. Là, en grand amoureux des BO, je pense que vous aussi. Oui, tout à fait. Donc, non, mais il fallait l'évoquer, tu as raison. Mais en tout cas, c'était une belle manière, je pense, de finir autour de ce bon segment sur la chair et le sang. Merci Denis, merci Antoine. Merci beaucoup. La chair et le sang, je me rends compte maintenant que ça pourrait être le nom qu'on pourrait donner à la carrière de Paul Verhoeven. C'est d'autant plus que je vois qu'on dit la chair et le sang. Ouais. Parce que il y a la sexualité, tout ça, la chair, le sang, la violence. Et sur l'affiche
du film. Ouais, souvent il y a un plus plus. Blood. Ouais, Flèche Le plus Blood. plus C'est une croix. est une croix religieuse. Donc on a Tout y est. la Sainte Trinité de Paul Verhoeven sur l'affiche, dans le titre La chair et le beau. sang. C'est beau, c'est beau. Ah, il manque le sexe. Un film Bon, la chair, oui, la chair. Un C'est, film matriciel. C'est ça, complètement. Mais voilà, on vous le recommande, mais on vous recommande toute sa filmographie. Ouais. Et, sauf les quelques films hollandais qu'on n'a pas réussi à voir. Exactement, mais vive Paul Verhoeven et j'espère qu'on va faire, qu'il va continuer à faire des films longtemps en France. oui, là, c'est trop bien. Bon, malheureusement, 80. Mais George Miller, il s'en fout, ça. Oui, mais Verhoeven aussi s'en fout. Hein. Non, 84 ans, Benedetta. Franchement, ceux qui ont vu Benedetta, c'est ma boule, quoi, de faire un film comme ça à son âge. Enfin, moi, j'hallucine de l'œil qu'il a et de la transgression et tout ça, quoi. On se retrouve dans quelques instants pour le bac Ridley Scott. C'est parti. Merci Antoine, merci Denis. Vous allez rester combien de temps à discuter, là? Je comprends pas ce que vous faites. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? Le bac Ridley Scott, nous sommes de retour. Ce fameux jeu caustique où il faut relier deux personnalités a priori opposées du monde du cinéma par leur filmographie interposée. J'ouvre le bal. Vas-y, mais fais donc. Antoine, Denis, reliez-moi Omar Sharif à Christophe Barbier. Quoi? Oh là là, putain. Voilà. Omar Sharif. Alors. Ah, j'ai peut-être. Non, Tiens. sérieux. Attends, Omar Sharif. Bah attends. Omar Sharif. Omar Sharif, moi je partirais bien sur un truc plutôt récent en fait. L'équitation. Parce que les courses de chevaux. les chevaux, c'est ma grande passion. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que tu dis Christophe Barbier. En fait, faut toujours prendre les deux. Essayer de les faire rejoindre au milieu. Christophe Barbier, pour moi, il n'a pas fait 12 000 films. Hein. Et il y en a un qu'on a bien en tête qui s'appelle Doute, qui est un film culte des Nanars 2, puisque c'est apparemment un film horrible. Avec Benjamin Biolay et avec alors j'ai plus le nom de cette actrice qui joue dans La Nuée aussi, je crois. Heureusement que vous me le précisez parce que là t'étais perdu là. Non, moi j'étais sur le journaliste. Donc mais c'est lui. Ah ouais, carrément. Il joue avec Benjamin Biolay sur un film sur il a joué dans un film. Mais tout à fait. Ah merde. D'accord. Mais bon, déjà là je commence mal. Alors on t'enverra la chronique de Nanarland. Salut d'ailleurs Nanarland. Ne serait-ce que la bande annonce. Non mais c'est immense. Enfin vraiment c'est apparemment Nanarland le cite comme un des nanars du siècle quoi de côté cinéma français. Et donc il y a Benjamin Biolay. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que Omar Sharif a tourné un film avec quelqu'un qu'on connaît, n'est-ce pas, qui s'appelle ah là là, je me souviens plus du titre de ce film, avec Émilie Dequesne. J'ai oublié de te dire. De Laurent Vinas-Raymond qu'on embrasse. On t'embrasse Laurent si tu nous écoutes. J'ai oublié de te dire, merci pour le titre. Avec Émilie Dequesne. Donc, si on relie Émilie Dequesne et Benjamin Biolay, c'est jackpot. Ou Christophe Barbier, mais c'est plus dur. Émilie Dequesne, Benjamin Biolay. Putain, Émilie Dequesne. Alors là, je suis perdu là. Émilie Dequesne. Émilie Dequesne, elle a... En tout cas, je vais te dire un truc, c'est le chemin que j'ai pris. C'est vrai? Le chemin voilà. Et est-ce que t'as le lien direct Émilie Dequesne, Benjamin Biolay? Oui. C'est vrai? Ah merde. Voilà, du coup, on a... Ah bah alors là, du coup, je cherche et je l'ai pas trop. La tentation de céder d'internet est forte. C'est vrai. Émilie Dequesne, tu remets un petit peu ou... Non. Le Pacte des loups. Ah oui? Ah bah oui, c'est vrai qu'elle joue dans le Pacte des loups. On en parlait tout à l'heure. Mais il n'y a pas Benjamin Biolay dans le Pacte des loups. Donc ça serait un film plus récent. Oh, j'ai pas... Ah, c'est un film très, très bizarre. Je pense qu'il est un peu tombé dans l'oubli. Ah mais donc il y a quelques années déjà? Ouais, il y a dans la dernière décennie. Il n'y a pas besoin que ce soit ancien pour tomber dans l'oubli. C'est pas faux. Alors, non, parce que sinon on peut relier de manière différente. Émilie Dequesne, t'as dit Samuel Le Bihan. Enfin, t'as dit Pacte des loups, Samuel Le Bihan. Il a joué dans quoi, Biolay? Je t'ai fini faire en parlant de Biolay. Hein. Je sais que c'est ton truc. Hein, mais... Bah ouais, mais Benjamin Biolay, il a joué dans quoi? Il a joué dans... En France. Pardon? Dans France. Il a joué dans France? Oui. Ah, mais oui. Eh ben, il a joué dans France... C'est pas ce film-là auquel je pensais, mais très bien. Émilie Dequesne. Mais bon, du coup... Bruno Dumont. Elle a pas joué chez Bruno Dumont, Émilie Dequesne. Si, alors elle vient jouer chez Bruno Dumont. Attends, dans France, il y a Léa Seydoux. Ouais. Léa Seydoux, Émilie Dequesne. Léa Seydoux. Samuel Le Bihan, Léa Seydoux, je cherche, hein, mais... J'ai mais très difficile. Alors,
Émilie Dequesne elle joue dans Le Pacte des loups avec Marc Dacascos. Marc Dacascos. Bah oui, et Léa Seydoux. Il y a un lien, c'est sûr. Est-ce que Léa Seydoux elle a joué à Hollywood? Forcément, elle a fait plein de films à Hollywood. Est-ce qu'elle a pas joué avec la même génération non plus. Marc Dacascos? Il joue dans John Wick avec Keanu Reeves. C'est bon. La vache. Mais non, mais je vous aide dans ce chemin, mais tu l'as. Ah bon? Bah oui. Léa Seydoux. Elle Oui. a joué dans des films. Des films. James Bond. Oui. Elle joue dans James Bond. Bah ça y est. Et Marc Dacascos, Keanu Reeves. Non, pas Marc Dacascos. Barbier. Barbier dans James Bond. Il va jouer Q. Non mais merde. Non mais attends. On l'avait? Léa Attends, parce que je suis Seydoux. parti du. Marc Dacascos, John Wick. Mince, le guide s'est perdu. Ouais merde. Non mais là on l'a plus. Hein. Léa Seydoux, t'as dit Marc Dacascos. Marc Dacascos, il joue avec Keanu Dans Reeves. Spectre, il y a Monica Bellucci. Ah bah Pacte des loups. Mais voilà. Et bah voilà, on l'a. Donc c'est chaud mais on l'a. Donc on a dit Omar Sharif, Émilie Dequesne. Émilie Dequesne dans Le Pacte des loups joue avec Monica Bellucci. Monica Bellucci dans Spectre joue avec Léa Seydoux. Léa Seydoux joue avec Benjamin Biolay dans France de Bravo. Bruno Dumont. Benjamin Biolay joue avec Christophe Barbier. Dans Doute. Christophe Barbier, c'était juste pour rajouter une étape scandaleuse. Et alors le lien. Et Émilie Dequesne et Benjamin Biolay ont joué dans un film tous les deux, un peu d'horreur post-apo français qui s'appelle La Meute. Ah, La Meute, ouais, La ok. Meute. Ok. La Meute. Ah, ça, avec je Yolande, connais pas ça. Avec Yolande Moreau, avec son Yolande gros Moreau. shotgun là. Yolande Moreau, un film espèce de truc post-apo rural, Je connaissais pas ça. très bizarre quoi. Très. Mais je vois très bien l'affiche, mais j'avais zappé qu'il y avait Dequesne dedans. Je savais que Biolay avait joué dedans. C'est mais... l'héroïne principale. Très bien. Et il y a Biolay. Bravo d'avoir. Tu l'as vu, celui? Oui, au cinéma. Ça vaut quoi? On les embrasse. Non, mais il faut soutenir quand même. Il faut ce saluer, genre de... il faut saluer les tentatives de cinéma de genre en France, mais honnêtement, voilà, je me souviens que ça m'a peu marqué, peut-être parce qu'il y a Biolay d'ailleurs. Non, mais le tir gratuit à Biolay. Non, mais on l'embrasse bien. Benjamin, idole. Voilà. On enchaîne? Antoine, vas-y. Messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, de relier deux acteurs au style de jeu assez similaire, je trouve, aux carrières également. On peut dire quand même, est-ce que c'est pas l'un n'est pas le parrain de l'autre, quoi, directement relié, quoi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de relier Monsieur Rutger Hauer, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et à Kev Adams, s'il vous plaît. Ah non, dur. Ah la vache. Mais tu sais qu'en plus c'est dur parce que Kev Adams, je ne saurais même pas comment sortir de lui en fait. Si, attends, il y a bien dans quel. Ouais, il a joué dans quoi? Dans Aladdin, non? Ouais. Putain, mais. Il a fait un gros succès l'an dernier. Moi, j'ai un chemin. Kev Adams. Ouais, j'ai un chemin avec un film récent de Kev Adams qui est sorti l'an dernier, qui a cartonné. Hein. Et moi, je l'ai pas vu, mais. Faut sortir de ce Mais vous l'avez peut-être vu sur une affiche dans le train, non? Vous l'avez pas vu récemment dans une affiche dans le train avec un acteur très je crois célèbre? que quand je vois Kev Adams sur l'affiche, mon cerveau me protège et m'obstrue. Non, mais même avec un acteur très célèbre français. Qui vous aiderait beaucoup pour rejoindre Rutger Hauer, par exemple? Non, mais en vrai, je te dire, je blackout quand je vois Kev Adams, je me protège. Je saurais même pas. Il y a un pare-feu. Je dois bien avouer que je saurais même pas te citer un film avec Kev Adams. C'est vrai? Attends, mais il a pas joué avec Gad Elmaleh dans un film un peu possible, mais c'est pas celui j'ai souvenir de polémiques et tout de trucs comme ça, non? Non, mais j'ai pas. Attends, ok. Après, je peux vous aider sur avec qui il a joué et cet acteur qui va vous débloquer. Mais allez, je vais vous donner le titre du film. Est-ce que vous avez entendu parler d'un film qui s'appelle Maison de retraite, qui est sorti l'an dernier? Ça me parle, mais pareil, ouais. Il a joué avec un gros acteur français. Non, qui est belge, pardon. Non, mais français, légende. J'ai dit gros. Depardieu. Il a joué avec Depardieu. Ah, c'est dur. Allez, maintenant je joue. Bon, alors à partir de Depardieu, allez vers Rutger Hauer. Est-ce qu'il a joué déjà avec Rutger Hauer? Alors ça, j'ai cherché. Moi, il y a une étape entre les deux. D'accord. Comment s'appelle ce film qu'a fait Rutger Hauer où il joue Bruegel, le peintre? Je crois que c'est Bruegel. Patrick Bruegel? Non, non, c'est le moulin et la croix, un truc comme ça. Après la chair et le sang, le moulin et la croix. C'est la suite. Non, un film très qui se passe dans les tableaux de Bruegel, très étrange. Film en plus. Très une espèce de figure de style assez Bruegel, le moulin et la croix. Le moulin et la croix.
Ok. Voilà, où il joue le peintre Bruegel. Mais il y a Et- Depardieu dans le moulin là. Non, mais qui avait réalisé ce film déjà? C'était un gros auteur. Bon, si tu veux essayer de le relier, sinon il y a peut-être Non, il y a plus simple. Il y a Charlotte Rampling, alors peut-être qu'elle a joué. Elle a joué Charlotte Rampling avec Depardieu. Pourquoi elle joue dans le moulin à la croix? Ouais. Non, mais, Comment tu sais ça, Denis? Elle joue dans le moulin à la croix, Charlotte Rampling. non, mais attends, sinon il y a d'autres chemins assez, Oui. assez faciles, je pense. Ah bah c'est bon. C'est bon, C'est bon, mais je l'ai. voilà, il l'a, mais bien Je sûr. l'ai. Prenez les gros trucs, quoi, de si, on Rutger peut, Hauer. si on peut parler par les réalisateurs, Ah, c'est bien bon. sûr. Eh ben, Rutger Hauer, je peux? Ouais. Vas-y, mais Ouais. là, moi je suis largué. Moi. Rutger Hauer a tourné dans Blade Runner. Tout à fait. Blade Runner réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott a réalisé Ah oui, 1992. ouais, effectivement. Christophe Colomb Christophe avec Colomb. Depardieu. Depardieu a Maison joué de dans retraite. Maison de retraite Avec- avec Dis-le. Kev Adams. Et voilà, Rutger Hauer est relié à Kev Adams via Ok. Ridley Scott et Depardieu. Non, c'est le même, on a pris le même itinéraire. Je suis passé par là. Ah, j'ai un simple. Hein. J'ai voulu aller bon, plutôt simple, tranquille, bon, voilà. un plutôt direct. Voilà, on n'a pas. On conclut sur cette touche cet épisode de Entourloupe dans l'Azimut, consacré à Monsieur Paul Verhoeven. Merci encore à vous deux. Merci Denis d'être Merci venu. beaucoup, Denis. Bah, c'était avec plaisir. La première visite d'une longue série, on espère. Hein. J'espère. Il y a de gros dossiers à aborder, hein. Là, c'est sûr. Oui, la liste est longue. Merci à tous, on vous embrasse. Bye bye. Salut.